Le vent nocturne de Chicago tranchait chaque ruelle comme une lame. Une fine couche de neige recouvrait les trottoirs d'un blanc froid et sans vie. La laverie automatique du quartier pauvre du sud de la ville était le seul endroit encore éclairé dans tout ce silence. À l'intérieur, une femme de 27 ans, les cheveux châtains foncés soigneusement attachés, pliait la dernière tournée de linge avec des mains gercées. Son visage était mince mais d'une beauté triste. Ses yeux étaient épuisés, mais conservaient une douce quiétude. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne connaissait pas d'autre moyen de survivre. Elle s'appelait Belle, et 2 heures plus tôt, elle venait d'être renvoyée. Elle avait secrètement emporté des restes de nourriture pour sa petite sœur de 7 ans. Sa sœur était à l'hôpital, atteinte d'une maladie cardiaque. Elle a retiré son tablier, l'a rangé dans son casier pour la dernière fois, puis est sortie dans la nuit. Sans manteau chaud, sans argent et sans savoir ce que le lendemain lui apporterait. Elle n'avait que le message de l'hôpital sur son téléphone. Il lui rappelait que la facture médicale de sa petite sœur avait déjà 10 jours de retard. Elle a marché 2 pâtés de maisons en silence, son souffle se transformant en fumée blanche. C'est alors qu'elle l'a vu. Un vieil homme assis sur le banc d'un arrêt de bus où les bus ne passaient plus depuis longtemps. Il ne portait qu'une chemise fine dans la nuit d'hiver, des pantoufles aux pieds. Il fixait une vieille photographie dans sa main, comme s'il ne se souvenait plus de la personne qui s'y trouvait. Belle est sortie devant lui, s'est arrêtée, puis est revenue sur ses pas. Car l'image de sa mère, allongée dans la rue pendant 3 heures sans que personne ne s'arrête, ne lui a jamais permis de continuer son chemin. Elle s'est assise à côté de lui sur ce banc, 2 inconnus dans la nuit glaciale. Le vieil homme lui a tendu la photographie, comme pour lui demander de l'aider à retrouver la femme qui s'y trouvait. Une belle femme jaunie par le temps. Mais Belle ne savait pas que le vieil homme tremblant à côté d'elle était le père du plus dangereux chef de la mafia de Chicago. L'homme que tout le monde de la pègre appelait le diable silencieux. Et ce soir-là, cet homme cherchait son père. Elle ne savait pas non plus que le moment où elle a choisi de s'asseoir sur ce banc au lieu de s'éloigner. Ce moment que n'importe qui d'autre aurait ignoré l'entraînerait dans un monde de fusillades, de trahison et de secrets. Des secrets assez puissants pour détruire tout ce qu'elle essayait de protéger. Mais ce même moment lui apporterait aussi la seule chose que 27 ans de vie ne lui avaient jamais donnée. Un vrai foyer. Si vous voulez savoir ce qui se passe quand le diable silencieux trouve la fille qui a sauvé son père, mettez un j'aime pour soutenir cette histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez ne pas abandonner en cours de route. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Car ce qui se passe après cette nuit, c'est là que tout commence vraiment. L'ambulance s'est éloignée, ses gyrophares rouges s'estompant au bout de la rue. Belle est restée seule sur le trottoir, les jambes engourdies par le froid. Son souffle formait des fantômes dans l'air glacial de la nuit d'hiver de Chicago. Elle a baissé les yeux sur ses mains et a réalisé qu'elle tenait toujours la vieille photographie que le vieil homme lui avait donnée. La photo d'une belle femme vieillie par une teinte sépia. Un coin était légèrement plié car elle l'avait inconsciemment serré trop fort pendant plus d'1 heure dans le froid glacial. Elle avait oublié de la lui rendre, et maintenant ils étaient partis. Belle est restée là un peu plus longtemps, fixant la rue vide. Puis elle a glissé soigneusement la photographie dans la poche intérieure de son manteau, près de son cœur. Comme si elle gardait quelque chose de précieux pour quelqu'un d'autre. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas et ne savait pas pourquoi on le lui avait confié. Puis elle a commencé à rentrer chez elle, chaque pas plus lourd que le précédent. Pas à cause du froid, mais parce que maintenant, le vieil homme étant en sécurité, il ne restait plus personne pour qui s'inquiéter à part elle-même. Tout ce à quoi elle avait essayé de ne pas penser toute la nuit lui est tombé dessus d'un coup. Elle avait perdu son travail. Elle n'avait pas l'argent pour le loyer du mois prochain. Et sa petite sœur était dans un lit d'hôpital avec une facture médicale en retard de 10 jours. Et Belle n'avait aucune idée d'où viendrait l'argent. Elle a tourné dans la ruelle familière, a monté 3 étages d'escalier sombres qui sentaient l'humidité et le vieux délabrement. Elle a déverrouillé la porte du minuscule studio qu'elle appelait sa maison. La pièce était presque aussi froide que la rue dehors, car elle avait coupé le chauffage la semaine précédente pour économiser de l'argent. Il n'y avait presque rien qui vaille la peine d'être mentionné. Un lit étroit avec des draps blancs devenus gris avec le temps. Une petite table avec un pied qui chancelait légèrement. Et un vieux réfrigérateur qui bourdonnait dans un coin, presque vide à l'intérieur.
Elle a posé la photographie du vieil homme sur la table, l'a délicatement appuyée contre le mur. Puis elle s'est assise sur le bord du lit et a regardé le visage de la femme sur la photo, comme si elle y cherchait la réponse à une question qu'elle ne savait pas comment formuler. Le téléphone dans sa poche a commencé à vibrer. Elle l'a sorti, a regardé, oui, si, a regardé l'écran et a senti tout en elle s'effondrer. Un message du service financier de l'hôpital Sainte-Catherine. La formulation était brève et froide, comme toujours. La facture médicale de Penny Ashford était en retard et le paiement était requis dans les 7 jours. Sinon, le compte serait transféré au service de recouvrement. Belle a lu le message 3 fois, non pas parce qu'elle ne le comprenait pas, mais parce qu'elle essayait de trouver un moyen pour que ces mots ne soient pas vrais. Mais ils étaient vrais. Ils étaient toujours vrais. Elle a posé le téléphone face contre le lit, comme si ne pas le voir pouvait le faire disparaître. Puis elle a fermé les yeux et un souvenir l'a ramenée à la semaine précédente, à la chambre d'hôpital du 3e étage, à la lumière blanche et pâle. Et Penny allongée là, si petite, si pâle. Ses yeux trop grands pour son visage mince, regardant Belle avec un regard qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait jamais avoir. Trop vieux, trop compréhensif, trop habitué à voir sa sœur usée par l'épuisement. Penny lui avait demandé ce jour-là, d'une voix si douce que c'était comme si elle avait peur que la question elle-même ne rende les choses plus difficiles. « Tu es très fatiguée, Belle ?» Et Belle avait souri, le sourire qu'elle pratiquait chaque jour avant d'entrer dans cette chambre d'hôpital, le sourire dont elle savait qu'il ne trompait pas Penny et qu'elle portait pourtant parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre que sourire. Et elle avait dit « Je ne suis pas fatiguée, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. » Mais maintenant, dans la pièce sombre, seule, sans personne pour qui faire semblant d'être forte, Belle a baissé la tête dans ses mains et a pleuré. Pas bruyamment, car elle avait oublié depuis longtemps comment pleurer à voix haute, mais de cette manière silencieuse où les larmes glissent entre les doigts et tombent sur les genoux, sur le sol froid. Comme si son corps essorait les derniers restes de ce qui avait survécu à une journée où elle avait perdu son travail, sauvé un étranger, et ne trouvait toujours pas le moyen de garder sa sœur en vie. La photographie de la femme inconnue était toujours sur la table. Le visage sur la photo souriait doucement sous la lumière du lampadaire filtrant à travers le mince rideau. Comme si elle regardait Belle, comme si elle essayait de lui dire qu'elle n'était pas seule, même si tout autour d'elle disait le contraire. Belle a levé la tête, a regardé la photographie avec des yeux rouges et gonflés et a murmuré dans la pièce vide. Sa voix était aussi fragile que si elle pouvait se briser. « Je trouverai un moyen de vous la rendre. » Elle ne savait pas pourquoi ces mots comptaient tant pour elle, alors que le reste de sa vie s'effondrait. Peut-être était-ce parce que, dans une nuit où elle avait presque tout perdu, tenir une promesse faite à un vieil homme perdu était la seule chose qu'elle avait encore le pouvoir de contrôler. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main usée et calleuse, a tiré la fine couverture sur elle et s'est allongée dans l'obscurité. Ses yeux étaient toujours ouverts, fixant le plafond qui s'écaillait, écoutant le bourdonnement du chauffage des voisins à travers le mur mince. Et elle se demanda, pas pour la première fois et pas pour la dernière, combien de nuits encore elle pourrait endurer avant que tout ne cède enfin. Au même moment, de l'autre côté de la ville, un téléphone se mit à vibrer dans l'obscurité d'un bureau. Un bureau enfoui au plus profond du domaine Moriarty. Et Cale Moriarty, l'homme que toute la pègre de Chicago appelait le diable silencieux, le décrocha avant que la deuxième sonnerie ne retentisse. Priest était à l'autre bout du fil, sa voix aussi plate et stable que d'habitude. Mais le rythme de son discours était un peu plus rapide que d'habitude, juste assez pour que Cale sache que ce n'était pas un appel ordinaire. Et il ne fallut que 4 mots. Enzo, hôpital, Sainte-Catherine. Cale se leva de sa chaise, non pas à la hâte, mais sans délai. Chaque mouvement était précis, à la manière d'un homme habitué à recevoir de mauvaises nouvelles à toute heure du jour ou de la nuit. Il enfila un manteau sombre, sans montre chère et sans rien d'ostentatoire. Il descendit le long couloir où 2 gardes hochèrent la tête à son passage et aucun n'osa le regarder directement dans les yeux. Le SUV noir tournait déjà au portail. Priest était au volant et sur le chemin de l'hôpital, Cale ne posa aucune autre question, car il savait déjà ce qui s'était passé. Son père s'était encore échappé à sa surveillance. Il avait de nouveau erré dans la nuit d'hiver, avec un esprit qui effaçait lentement tout ce qui avait fait de lui ce qu'il était. Et c'était la 3e fois en 1 mois.
Quand Cale entra dans la salle des urgences, un jeune médecin l'attendait. Son visage montrait la tension d'un homme qui venait d'être informé que le patient sans-abri qu'ils avaient admis avait en fait un fils que personne dans cette ville ne voulait offenser. Le médecin parla rapidement, professionnellement, bien qu'il ait légèrement trébuché au début. Monsieur Enzo avait été amené pour une légère hypothermie. Il était maintenant stable, endormi et n'avait aucune blessure grave. Puis le médecin s'arrêta, regarda Cale et ajouta un détail de plus. Un détail qu'il considérait clairement plus important que n'importe quel rapport médical. Une jeune femme était restée aux côtés de Monsieur Enzo pendant plus d'une heure dans le froid glacial avant d'appeler une ambulance. Elle avait enroulé quelque chose de chaud autour de lui, s'était assise à côté de lui sur le banc, lui avait parlé même s'il répondait à peine. Et quand l'ambulance est arrivée, elle n'avait pas de manteau. Ses lèvres étaient bleues, ses mains tremblaient, et elle avait manifestement besoin de soins elle-même, mais elle a refusé de monter. Elle est seulement restée là, à regarder jusqu'à ce que l'ambulance s'éloigne. Sans elle, dit le médecin, sa voix ralentissant sur les derniers mots pour s'assurer que Cale les entende clairement. Il n'aurait pas survécu à la nuit. Cale ne réagit pas extérieurement. Son visage resta de pierre. Mais sa mâchoire se serra si fort que le muscle de sa tempe tressaillit. Il passa devant le médecin et entra directement dans la chambre. Enzo était allongé là, sur un lit blanc sous une couverture d'hôpital. Il était bien plus petit que l'homme dont Cale se souvenait. Un homme de 72 ans qui avait autrefois bâti un empire de ses propres mains et de sa propre volonté. Maintenant recroquevillé comme un enfant perdu, les yeux fermés, sa respiration régulière mais faible. Cale tira une chaise près du lit et regarda le visage de son père. Et à ce moment-là, tout le pouvoir, toute la peur que son nom inspirait dans les rues, toutes les choses qu'il avait construites et toutes les choses qu'il avait détruites devinrent totalement insignifiantes devant une simple vérité. Une jeune femme inconnue s'était assise à côté de son père pendant plus d'une heure dans le froid, tandis que lui, le fils, ne savait même pas que son père était parti avant de recevoir l'appel. La culpabilité ne vint pas bruyamment. Elle vint silencieusement, comme une eau souterraine qui coulait sous lui depuis longtemps alors qu'il refusait de regarder en bas. Et maintenant, elle était montée jusqu'à sa gorge. Cale resta assis là longtemps, une seule main posée sur le bord du lit, près de la main de son père, mais sans la toucher. Comme s'il n'était pas sûr de mériter encore de tenir cette main. Puis il se leva, sortit dans le couloir et dit à Priest, qui était appuyé contre le mur en face de la chambre, d'une voix basse, pas plus fort qu'un murmure, mais portant tout le poids d'un ordre qui ne pouvait être contesté. Trouvez cette fille. Je veux savoir qui elle est. Priest hocha la tête et s'éloigna. Et 15 minutes plus tard, il revint avec la première information. Pas d'une enquête, mais des propres caméras de sécurité de l'hôpital. La fille avait quitté l'entrée des urgences, mais elle n'avait pas quitté l'hôpital. La caméra l'avait enregistrée montant directement au 3e étage, en pédiatrie. Elle était entrée dans la chambre d'une patiente nommée Penny Ashford, 7 ans, une patiente de longue durée atteinte d'une maladie cardiaque congénitale. Cale regarda l'image de sécurité que Priest lui tendit. La photo d'une fille mince aux cheveux châtains foncés, sans manteau, debout à côté du lit d'un petit enfant. Et il comprit tout de suite. Elle n'était pas une passante qui avait fait une bonne action par hasard et était ensuite rentrée dormir paisiblement. Elle avait sa propre guerre, elle avait quelqu'un qu'elle devait protéger, elle avait des raisons d'être épuisée. Et malgré tout, elle s'était quand même arrêtée pour son père. Cela n'a pas ému Cale de manière ordinaire, car Cale n'était pas un homme ordinaire. Mais cela l'a troublé, parce que dans le monde où il vivait, personne ne donnait sans prendre quelque chose en retour. Personne n'était gentil sans un but. Et cette fille enfreignait toutes les règles qu'il avait utilisées pour lire les gens pendant 36 ans. 2 jours plus tard, Priest posa un mince dossier sur le bureau de Cale. Pas beaucoup de pages, car la vie de Belle Ashford ne contenait rien d'assez compliqué pour le rendre épais. Seulement la pauvreté, la perte et la survie. Priest se tenait en face de lui, les bras croisés sur sa poitrine, et lut le résumé sur le ton plat d'un homme récitant un bulletin météo. Belle Ashford, 27 ans, née à Chicago. Sa mère est morte quand elle avait 22 ans. Son père, un alcoolique, était parti il y a 7 ans, peu après la naissance de Penny. Personne ne l'a adoptée.
Elle et Penny ont été placées dans le logement de transition de la Fondation Greer. Là, elle s'est battue pour protéger sa sœur dès l'âge de 22 ans, jusqu'à ce qu'elle puisse survivre seule. Puis elle est partie pour se débrouiller seule, faisant toutes sortes de travaux qu'elle pouvait trouver. Faire la vaisselle, servir à table, plier le linge dans une laverie. Actuellement, elle cumulait 3 emplois à la fois. Et chaque dollar qu'elle gagnait allait aux factures d'hôpital et aux soins de sa petite sœur. Penny Ashford, 7 ans, diagnostiquée avec une maladie cardiaque congénitale, patiente de longue durée à Sainte-Catherine. Pas de casier judiciaire, pas d'arrestation, pas de mauvaise dette car personne ne lui avait jamais fait confiance pour un prêt. Pas de lien avec une organisation ou un individu de la pègre. Pas d'amis significatifs à part une collègue nommée Orla Byrne à la laverie où elle venait d'être renvoyée. Priest s'arrêta à la fin du rapport, regarda Cale et ajouta une phrase qu'il attachait rarement à un rapport. Car Priest n'était pas un homme qui donnait des opinions personnelles. Mais cette fois, il dit « Elle est clean », plus clean que quiconque que nous ayons jamais vérifié. Cale resta immobile, ses doigts tapotant légèrement la surface du bureau à un rythme lent et régulier. Une habitude qu'il avait chaque fois qu'il pesait quelque chose dont il n'avait pas encore trouvé l'angle pour faire confiance. Il avait déjà lu le dossier avant que Priest n'entre dans la pièce. Il avait regardé l'image de sécurité de l'hôpital plus d'une fois. Il connaissait déjà chaque chiffre et chaque fait de la vie de cette jeune femme, et tout pointait dans la même direction. Elle était vraiment exactement ce qu'elle semblait être. Une fille pauvre, orpheline, épuisée, qui s'était quand même assise dans le froid glacial pendant plus d'1 heure à cause d'un vieil homme étrange. Mais Cale n'avait pas survécu jusqu'à 36 ans dans ce monde en faisant confiance à ce que ses yeux lui montraient. Il avait survécu parce qu'il cherchait toujours ce que l'œil ne pouvait pas voir. Il supposait toujours que derrière chaque acte de gentillesse, il y avait un but caché. Derrière chaque sourire, il y avait un calcul. Et derrière chaque main tendue, il y avait toujours la possibilité qu'elle tienne un couteau. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de l'expérience. Il avait perdu sa femme parce qu'il avait fait confiance à la mauvaise personne. Il avait failli perdre son père parce qu'il n'avait pas été assez prudent. Et maintenant, une fille était apparue de nulle part, avait sauvé son père, n'avait rien demandé, n'avait laissé aucun nom, n'avait établi aucun contact. Comme si la gentillesse venait d'elle aussi naturellement que la respiration. Et c'était exactement ce qui laissait Cale mal à l'aise. Parce que dans son monde, la gentillesse sans but était la chose la plus dangereuse de toutes. Car il ne savait pas comment se défendre contre elle. Il ne savait pas où la placer sur la carte qu'il utilisait pour lire chaque être humain autour de lui. Et tout ce qu'il ne pouvait pas lire, il ne lui faisait pas confiance. Cale arrêta de tapoter ses doigts, regarda Priest et dit « Ne l'approchez pas encore. Continuez de la surveiller. » Priest hocha la tête et ne posa aucune autre question, car il comprenait Cale mieux que quiconque. Il comprenait que lorsque Cale disait « surveillez-la », cela ne signifiait pas qu'il soupçonnait la fille d'une sombre intention. Cela signifiait qu'il se méfiait de sa propre réaction. Il se méfiait de cette étrange sensation qu'il avait eue lorsque le médecin avait parlé d'elle. Il se méfiait de la raison pour laquelle il avait regardé l'image de la caméra plus de fois que nécessaire. Et Cale Moretti n'agissait jamais avant de comprendre exactement pourquoi il voulait agir. Une semaine passa et Belle vivait toujours chaque jour comme si elle marchait sur un fil. Le service du matin, à faire la vaisselle dans un petit restaurant du centre-ville. Le service de l'après-midi, à servir dans un café près de l'hôpital pour pouvoir voir Penny chaque soir. Puis rentrer à pied de la nuit parce qu'elle ne pouvait pas se permettre le ticket de bus tous les jours. Ce soir-là, elle a pris le raccourci familier, une ruelle à 2 pâtés de maison de chez elle. Ses jambes lui faisaient mal d'épuisement après 14 heures debout sans repos. La tête baissée, les yeux fixés sur le trottoir. Elle serait presque passée sans rien remarquer si elle n'avait pas entendu le murmure familier venant du mur de briques devant elle. Belle a levé la tête et s'est arrêtée net. Enzo se tenait au milieu de la ruelle, le dos contre le mur. Ses yeux levés vers le ciel comme s'il lisait quelque chose d'écrit sur ces vieilles briques que lui seul pouvait voir. Ses lèvres bougeaient alors qu'il répétait le même nom encore et encore. Un nom qu'elle avait entendu la première fois, mais qu'elle ne comprenait toujours pas. Ma belle, où est-ce ma belle? Il portait une chemise plus fine qu'avant, toujours des pantoufles aux pieds, et Belle n'avait besoin de personne pour lui dire qu'il s'était de nouveau perdu,
qu'il s'était de nouveau échappé de la surveillance de celui qui était censé le garder, qu'il avait de nouveau erré dans la nuit d'hiver de Chicago avec un esprit qui oubliait lentement le chemin du retour. Elle s'est approchée de lui doucement, sans se presser, sans l'effrayer, et a dit de la même voix qu'elle utilisait chaque fois que Penny avait peur. « Monsieur, vous êtes encore sorti. » Enzo la regarda, et la chose étrange se produisit pour la deuxième fois. Il sourit. Pas le sourire de quelqu'un qui se souvenait soudain d'elle, mais le sourire de quelqu'un qui sentait quelque chose de sûr même s'il ne pouvait pas le nommer. Comme si son corps se souvenait de sa gentillesse même si son esprit l'avait oublié. Belle prit légèrement sa main, le guida vers les marches voisines et l'aida à s'asseoir. Puis elle regarda le bracelet médical à son poignet, celui qu'elle n'avait pas pu lire dans l'obscurité la première fois. Cette fois, elle le lut clairement. Enzo Moretti, un numéro de téléphone d'urgence, et en petits caractères en dessous, Alzheimer, stade précoce. Elle sortit son téléphone, composa le numéro sur le bracelet et attendit. À l'autre bout, une voix masculine profonde répondit après une demi-sonnerie, sans dire bonjour, attendant seulement en silence. Et Belle dit « J'ai trouvé M. Enzo Moretti. Il est dans la ruelle entre Olmsted et la 47e. Il est en sécurité, mais il a besoin que quelqu'un vienne le chercher. » Priest dit 20 minutes et raccrocha. Belle s'assit à côté d'Enzo, tenant tranquillement sa main dans la sienne pour qu'il n'ait pas peur. Elle lui parla de Penny, comme elle l'avait fait la première fois. Non pas parce qu'il comprenait, mais parce que la présence d'une voix humaine était la seule chose qui pouvait le calmer. Exactement 20 minutes plus tard, les phares d'un SUV noir balayèrent l'entrée de la ruelle. Un homme sortit de la banquette arrière. Pas Priest, Cale. Il entra dans la ruelle dans un manteau sombre, son pas lent, mais chaque pas portait le poids d'un homme habitué à contrôler chaque espace où il entrait. Et quand il s'approcha assez pour voir clairement, il trouva exactement la scène qu'il avait passée la semaine dernière à revoir sur des images de sécurité, mais qu'il n'avait jamais vue de ses propres yeux. La fille mince aux cheveux châtains foncés, ne portant pas de manteau approprié, assise à côté de son père sur les marches froides. Sa main tenant la sienne, sa bouche lui disant doucement quelque chose. Belle leva les yeux, le vit et recula d'un demi-pas par instinct. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que tout son corps avait été entraîné depuis l'enfance à se méfier chaque fois qu'un homme étrange s'approchait trop dans le noir. Cale s'arrêta à quelques pas, regarda son père, puis elle, et demanda d'une voix qu'il ne réalisa pas qu'il utilisait. Une voix plus profonde, plus lente. Pas la voix du commandement, mais la voix d'un homme qui voulait vraiment comprendre. La première fois que vous l'avez rencontré, c'était comme ça aussi? Belle hocha la tête. Il était assis dehors dans le froid. Je ne pouvais pas m'éloigner. Le silence s'étira pendant quelques secondes, avec rien d'autre que le vent et la vue des expirations brumeuses se cristallisant dans le noir. Et puis Belle se souvint de la chose qu'elle avait gardée pendant une semaine entière. Elle plongea la main dans la poche intérieure de son manteau, sortit la vieille photographie, un peu plus froissée maintenant, après avoir reposé contre sa poitrine pendant tant de jours, et la tendit à Cale. « Il m'a donné ça cette nuit-là. J'ai oublié de la rendre. » Cale prit la photographie, baissa les yeux, et tout en lui s'immobilisa. Le visage sur la photo était celui de la femme de son père, la belle mère qu'il avait aimée comme sa propre mère, la femme qui était morte 10 ans plus tôt, et que son père portait toujours dans cette photographie, même s'il ne se souvenait plus de qui elle était. Il regarda la photographie usée dans sa main, regarda le coin plié où Belle l'avait inconsciemment saisie la première nuit. Et il comprit qu'elle l'avait gardée soigneusement. Non pas parce qu'elle savait à quel point elle était importante, mais simplement parce qu'elle appartenait à un vieil homme qu'elle croyait avoir besoin d'aide. Cale dut détourner le visage une seconde, sa mâchoire se serrant alors qu'il ravalait quelque chose qu'il ne permettrait pas de monter en expression. Puis, il se retourna, regarda Belle et dit « C'est mon père, il a la maladie d'Alzheimer. Il continue de s'échapper dehors parce qu'il ne se souvient pas où il est. » Belle regarda Enzo, puis Cale, et ses yeux changèrent. Pas avec un choc dramatique, mais avec compréhension. Elle comprit pourquoi il errait. Elle comprit pourquoi il portait la photographie. Et elle comprit que l'homme qui se tenait devant elle souffrait. Parce que la façon dont il regardait son père était exactement la façon dont elle regardait Penny chaque nuit à travers la vitre de sa chambre d'hôpital.
Kel aida son père à se relever, une main stabilisant Enzo par le coude, l'autre reposant légèrement sur son dos. Il le guida vers le SUV qui attendait à l'entrée de la ruelle. Enzo le suivit docilement, sans résistance, mais se retourna pour regarder Belle 2 fois, comme si son corps ne voulait pas laisser derrière lui quelque chose que son esprit ne pouvait plus nommer. Kel s'arrêta alors qu'ils étaient presque au véhicule, se retourna pour la regarder et ne posa qu'une seule question. « Comment vous appelez-vous » Belle se tenait à mi-chemin de la ruelle, les bras croisés sur sa poitrine contre le froid, et répondit. Belle, Kel hocha la tête, ne répéta pas son nom, ne la remercia pas, ne promit rien du tout. Il la regarda juste une seconde de plus, puis se détourna, aida son père à monter dans le SUV, ferma la porte, et le véhicule noir sortit de la ruelle en silence. Belle resta là un peu plus longtemps, regardant les feux arrière s'estomper, puis disparaître alors que le SUV tournait au coin de la rue. Et elle réalisa que son cœur battait plus vite que d'habitude. Pas de peur, mais de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. Peut-être l'étrange sensation d'être regardée pour la première fois depuis très longtemps avec autre chose que de la pitié, autre chose que de l'indifférence. Quelque chose suspendu quelque part entre la curiosité et le respect. Elle rentra chez elle, monta les escaliers sombres, entra dans la chambre froide et s'assit sur le bord de son lit. Elle regardait l'espace vide sur la table où la vieille photographie avait reposé pendant une semaine entière. La photographie n'était plus là parce qu'elle l'avait rendue, mais le vide qu'elle laissait derrière elle rendait la pièce plus nue qu'avant. Comme si la chose qu'elle avait gardée en sécurité pour le vieil homme était devenue discrètement une partie de cet espace sans qu'elle s'en rende compte jusqu'à ce qu'elle soit partie. Elle s'allongea, tira la couverture sur elle, ferma les yeux et pensa à l'homme dans la ruelle. Le manteau sombre, le visage de pierre, mais ses jointures devenues blanches alors qu'il serrait les bords de la photographie. La façon dont il avait détourné le visage une seconde, comme s'il avait peur qu'elle ne voie quelque chose qu'il ne voulait que personne ne voie. Et elle se demanda qui il était. Pas son nom, mais quel genre d'homme il était. Le genre d'homme qui arrivait dans un SUV noir au milieu de la nuit en 20 minutes avec un chauffeur qui l'attendait, et qui pourtant aidait son père à se relever avec les 2 mains et avec une tendresse que l'argent ne peut pas acheter. De l'autre côté de la ville, Kel était assis à côté du lit de son père dans le domaine Moretti. La chambre d'Enzo était chaude et doucement éclairée. Rien à voir avec la ruelle glaciale d'où il venait d'être ramené. Enzo dormait maintenant, sa respiration régulière, et blotti à côté de lui se trouvait Mabel, la fille de Kel âgée de 5 ans. Elle était enroulée autour du bras de son grand-père avec ses 2 petites mains, les yeux fermés, la bouche légèrement ouverte. Elle dormait avec la confiance absolue d'un enfant qui croit que son grand-père sera toujours là à son réveil. Kel les regarda tous les deux, puis baissa les yeux sur la vieille photographie dans sa main. La photographie que son père avait portée pendant tant d'années, même s'il ne se souvenait plus de qui était la femme dessus. La photographie qu'une jeune fille étrange avait gardée près de sa poitrine dans la poche de son manteau pendant une semaine entière. Assez soigneusement pour qu'elle ne soit que légèrement froissée à un coin, pas déchirée, pas pliée, comme si elle traitait le souvenir d'un étranger avec une révérence que beaucoup de gens n'accordent pas à leurs propres affaires. Il posa la photographie sur la table de chevet de son père, à côté de la lampe. Puis il sortit dans le couloir où Priest était appuyé contre le mur, silencieux, attendant. Priest regarda Kel avec les yeux d'un homme qui était resté à ses côtés assez longtemps pour savoir quand demander et quand se taire. Et ce soir, il choisit de demander « Qu'allez-vous faire à son sujet ?» Kel s'arrêta, ne regarda pas Priest, garda les yeux fixés sur la porte de la chambre de son père où Mabel dormait, et répondit « Je ne sais pas encore. » Mais cette nuit-là, avant d'éteindre la lumière dans son bureau, Kel passa un appel à son comptable. Sa voix était brève, n'offrant aucune explication, seulement un ordre. Payer l'intégralité de la facture d'hôpital impayée pour la patiente Penny Ashford à l'hôpital Sainte-Catherine. En tant que don caritatif anonyme, sans nom attaché et sans laisser de traces. Le lendemain matin, Belle arriva à l'hôpital Sainte-Catherine avant son service, comme elle le faisait toujours. Elle franchit les portes vitrées de l'aile pédiatrique avec le sourire d'entraînement déjà sur ses lèvres, et 2 petites briques de lait achetées avec les dernières pièces de son portefeuille. Mais avant de monter au 3e étage, elle s'arrêta au bureau de facturation
car aujourd'hui était la date limite finale, le jour qu'elle avait redouté toute la semaine, le jour où elle devrait faire face à l'employé du recouvrement et dire qu'elle n'avait toujours pas l'argent, mais qu'elle suppliait pour plus de temps. La phrase qu'elle avait répétée dans sa tête toute la nuit et qui lui serrait encore la gorge chaque fois qu'elle essayait de la dire à voix haute. Elle entra, s'assit sur la chaise d'attente, serra fermement la sangle de son sac sur ses genoux. Et quand son tour arriva, elle s'avança vers le comptoir, donna le nom de Penny Ashford, service de pédiatrie, 3e étage, et se prépara à entendre le chiffre qu'elle savait déjà ne pas pouvoir payer. L'employé de la facturation tapa sur l'ordinateur, regarda l'écran, puis regarda Belle avec une légère expression de surprise. Elle dit quelque chose que Belle dut lui demander de répéter 2 fois parce qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. La facture d'hôpital de Penny Ashford avait été payée en totalité. Un don caritatif anonyme, sans nom d'expéditeur, sans coordonnées, traité la nuit précédente. Belle resta assise là, incapable de parler, sa main toujours crispée sur la sangle de son sac. Elle fixait l'employé comme si elle attendait qu'elle dise qu'il y avait eu une erreur ou que c'était une sorte de blague. Mais la femme ne dit rien de plus, sauf « Voulez-vous une copie de confirmation ?» Belle secoua la tête, se leva et sortit du bureau de facturation sur des jambes qui ne semblaient plus être les siennes. Elle entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton du 3e étage. Et tout le long du trajet de l'ascenseur à la chambre de Penny, elle essaya de comprendre ce qui venait de se passer et ne le pouvait pas, car 27 ans de vie lui avaient appris que personne ne donne sans prendre quelque chose en retour. Personne n'aide sans poser de conditions. Et le monde ne fonctionne pas de manière à ce que la dette médicale de sa petite sœur disparaisse simplement du jour au lendemain à cause de quelqu'un qui ne laisse aucun nom. Elle poussa la porte de la chambre d'hôpital et trouva Penny appuyée contre ses oreillers. Ses cheveux fins détachés sur ses épaules, griffonnant au dos d'un menu d'hôpital avec un bout de crayon qu'une infirmière lui avait donné. Et quand elle vit sa sœur, Penny leva les yeux et sourit. Le sourire que Belle échangerait contre n'importe quoi au monde pour le voir chaque jour. Belle s'assit sur le bord du lit et l'enlaça, la serrant plus fort que d'habitude. Et elle n'avait pas l'intention de pleurer. Mais les larmes vinrent quand même, silencieuses, tombant dans les cheveux de Penny. Et elle ne pouvait pas expliquer parce qu'elle ne savait pas par où commencer. Penny ne paniqua pas. Elle resta simplement assise tranquillement dans les bras de sa sœur et attendit, puis demanda d'une petite voix douce, calme, de cette étrange manière qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait jamais avoir à être. « Tu pleures parce que tu es heureuse ou parce que tu es triste? » Belle essuya ses yeux avec le dos de sa main, essaya de sourire, mais sa bouche trembla et elle répondit « Parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un serait gentil avec nous. » Penny pencha la tête et regarda sa sœur avec ses grands yeux qui donnaient parfois à Belle l'impression qu'il pouvait voir à travers tout ce que les adultes essayaient de cacher. Et puis l'enfant dit d'une voix si douce que cela sonnait comme la vérité la plus simple du monde. Le genre que seuls les adultes semblent incapables de remarquer. Peut-être que c'est parce que tu as été gentil avec eux d'abord et que tu ne t'en souviens plus. Belle s'immobilisa, regardant sa petite sœur. Et les mots de cet enfant de 7 ans tombèrent au centre de sa poitrine comme une petite pierre jetée dans un lac calme, envoyant des ondes qui ne s'arrêteraient pas. Elle ne savait pas à quel point Penny avait raison. Elle ne savait pas que la nuit où elle s'était assise sur ce banc glacial à côté d'un vieil homme perdu était la nuit où elle avait été gentille avec quelqu'un dont elle ne se souvenait pas, et que cette personne le lui rendait maintenant d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle savait seulement que pour la première fois depuis très longtemps, le poids sur ses épaules s'était un peu allégé. Pas à cause de l'argent, mais à cause du sentiment que quelque part, quelqu'un l'avait vue. 3 jours après la disparition de la facture d'hôpital, Belle n'avait toujours pas trouvé de réponse à la question de savoir qui l'avait payée. Mais elle n'avait pas le luxe d'y penser plus longtemps, car la vie ne lui permettait pas ce genre d'indulgence. Elle devait toujours se réveiller à 5 heures du matin, faire la vaisselle jusqu'à midi, se précipiter au petit café près de l'hôpital pour servir jusqu'au soir, puis s'arrêter voir Penny avant de rentrer à pied. Cet après-midi-là, le café était plus calme que d'habitude car une forte neige tombait dehors, et seuls quelques clients étaient dispersés ici et là. Belle essuyait une table près de la fenêtre quand la cloche au-dessus de la porte sonna doucement. Elle leva les yeux et s'arrêta de bouger immédiatement. Cale entra,
seul, sans Priest, sans SUV noir attendant dehors, avec seulement un manteau sombre, légèrement saupoudré de neige sur les épaules. Et la première chose que Belle remarqua, c'est qu'il avait l'air différent quand il n'était pas dans l'obscurité d'une ruelle. Pas plus effrayant et pas plus doux, seulement plus réel. Un homme de 36 ans avec des cernes sous les yeux comme quelqu'un qui ne dormait pas assez, et des rides sur le front comme quelqu'un qui portait trop et ne le partageait avec personne. Il s'assit à la table du coin, commanda un café noir et attendit. Belle apporta le café, le posa sur la table et s'apprêtait à se détourner, mais Cale dit « Pouvez-vous vous asseoir une minute ?» Elle regarda autour du café, vit que le gérant n'était pas là et que les clients étaient peu nombreux. Puis elle s'assit sur la chaise en face de lui. Non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce qu'elle voulait aussi comprendre pourquoi cet homme était là. Cale ne tourna pas autour du pot. Il parla clairement, d'une voix basse et nette, comme un homme habitué à aller droit au but parce qu'il n'avait pas l'habitude de perdre son temps ou celui des autres. Son père avait besoin d'un soignant à plein temps. Les personnes qu'il avait engagées auparavant avaient traité cela comme un travail, et Enzo l'avait senti, alors il refusait de coopérer. Mais les 2 fois où Enzo avait été avec elle, il avait réagi différemment. Il avait souri, il lui avait tenu la main, il avait été calme, et c'était le genre de choses que l'argent ne pouvait pas acheter, mais c'était la seule chose que Cale était prêt à payer à n'importe quel prix pour donner à son père. Il lui offrit un salaire 5 fois plus élevé que son revenu actuel, incluant un logement, et garantit qu'elle aurait toujours le temps de rendre visite à sa sœur tous les jours. Belle s'assit et écouta sans interrompre, son visage illisible. Mais dans son esprit, les pièces du puzzle commençaient déjà à s'assembler. Et quand Cale cessa de parler, elle le regarda droit dans les yeux et posa une question à laquelle il ne s'attendait clairement pas. « C'est vous qui avez payé la facture d'hôpital de ma sœur, n'est-ce pas? » Cale ne le nia pas. Il ne le confirma pas non plus. Il la regarda seulement avec ce regard fixe et sans expression. Mais son silence était une réponse suffisante, et Belle le comprit immédiatement. Car elle avait vécu avec le manque assez longtemps pour savoir quand quelqu'un cachait de la gentillesse derrière un visage froid. Elle se leva, repoussa la chaise à sa place, le regarda et dit d'une voix calme mais ferme. La voix de quelqu'un qui avait refusé assez de choses dans la vie pour savoir refuser sans trembler. « Je vous suis reconnaissante pour la facture d'hôpital, mais je ne vends pas ma gratitude. J'ai aidé votre père parce qu'il avait besoin d'aide, pas en échange d'un travail ou d'argent. Et si je dis oui maintenant, alors tout ce que j'ai fait cette nuit-là se transforme en transaction, et je ne veux pas que ce soit une transaction. » Elle se détourna et retourna vers le comptoir. Et Cale resta là, la regardant, sans l'appeler, sans ajouter un mot. Car il était assez intelligent pour savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être forcées et des gens qui ne sont perdus que plus on insiste. Il laissa de l'argent pour le café sur la table, se leva et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, il posa une petite carte de visite sur la table où elle était assise. Pas de nom, pas de titre, pas de logo, seulement un numéro de téléphone manuscrit. Comme s'il s'était préparé à la possibilité qu'elle refuse et voulait laisser derrière lui exactement un fil, aussi fin que possible. Assez pour qu'elle puisse s'en saisir si elle le choisissait, mais pas assez pour qu'elle se sente liée. Belle regarda la carte de derrière le comptoir après son départ. Elle la regarda posée là, sur la table en bois au milieu du café silencieux, et ne la ramassa pas tout de suite. Elle la laissa là pendant le reste de son service. Mais quand elle ferma le café cette nuit-là, elle la glissa dans la poche intérieure de son manteau. L'endroit même où la vieille photographie d'Enzo avait autrefois reposé. Et elle ne savait pas pourquoi elle la gardait. Seulement que la jeter aurait aussi été une décision qu'elle n'était pas prête à prendre. 4 jours après que Belle ait refusé l'offre de Cale au café, le chef du service de pédiatrie l'appela dans un bureau privé après les heures de visite. Il ferma la porte, l'invita à s'asseoir, et la façon dont il lui demanda de s'asseoir avant de parler suffit à faire savoir à Belle que ce n'était pas une bonne nouvelle. Le médecin expliqua d'une voix lente et professionnelle qui ne pouvait toujours pas cacher la gravité sous-jacente. L'état cardiaque de Penny s'aggravait plus vite que prévu. Elle avait besoin d'une intervention chirurgicale dans les 2 mois. Cela ne pouvait plus être retardé. Et si l'opération n'avait pas lieu, la fenêtre d'opportunité se refermerait pour toujours. Puis il parla du coût. Un chiffre si élevé que Belle dut lui demander de le répéter parce qu'elle pensait avoir mal entendu.
Mais elle n'avait pas mal entendu. Le chiffre était bien plus élevé que le paiement anonyme de l'hôpital qui avait déjà été fait. Si élevé que même si elle travaillait à ses 3 emplois à la fois pendant 10 ans, ce ne serait toujours pas assez. Et l'assurance ne couvrirait qu'une petite partie. Belle resta dans le bureau du médecin pendant encore 5 minutes après son départ. Elle fixait le devis dans sa main, tandis que les mots se brouillaient parce que ses yeux s'étaient remplis de larmes. Puis elle plia le papier, le glissa dans sa poche, essuya ses yeux et alla dans la chambre de Penny avec le sourire dont elle savait qu'il ne tromperait pas sa sœur, et qu'elle portait quand même parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Penny était assise dans son lit, dessinant sur une feuille de papier avec un bout de crayon, et elle leva les yeux vers sa sœur avec des yeux trop grands pour son petit visage. Mais elle ne demanda pas si Belle allait bien, car elle avait déjà appris que poser cette question ne faisait que pousser sa sœur à essayer plus fort de sourire. À la place, Penny demanda autre chose, sa voix douce et calme, comme si elle parlait de la météo et non de sa propre vie. Le docteur te l'a dit, n'est-ce pas, pour l'opération? Belle hocha la tête et ne put parler. Penny la regarda un instant de plus, puis dit, « Si quelqu'un veut t'aider, laisse-le faire. Tous ceux qui aident ne veulent pas quelque chose en retour. » Ces mots frappèrent Belle pour la 2e fois cette semaine, venant du même enfant avec la même sagesse qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait jamais avoir apporté. Et cette fois, ils frappèrent plus fort parce que Belle savait que Penny avait raison. Elle savait que sa fierté ne pouvait pas sauver sa sœur. Elle savait que refuser de l'aide alors que Penny avait besoin d'une opération pour vivre n'était pas de la dignité, mais de l'égoïsme. Cette nuit-là, Belle rentra chez elle, s'assit sur son lit dans le noir avec la carte sans nom dans sa main. Elle la fixa longtemps, fixant le numéro manuscrit qu'elle avait déjà mémorisé, même si elle ne l'avait regardé que quelques fois. Puis, elle prit son téléphone et composa. Chaque chiffre semblait lourd, comme franchir une porte dont elle savait qu'elle ne pourrait pas revenir la même personne une fois qu'elle l'aurait franchie. Le téléphone sonna 3 fois. Puis, la voix basse familière répondit, ne disant rien, attendant seulement en silence. Et Belle réalisa que c'était ainsi qu'il répondait aux appels. Faisant toujours parler l'autre personne en premier, gardant toujours le contrôle même par le silence. Elle prit une inspiration, sa voix stable, mais tremblant légèrement à la fin. « J'accepte le travail. » Le silence s'étira pendant 2 secondes. Puis Cale dit, « Bien. » Belle parla de nouveau, plus vite cette fois, comme si elle avait peur que si elle s'arrêtait, elle pourrait changer d'avis. « J'ai une condition. Si à un moment donné je ne me sens pas en sécurité, je pars immédiatement, sans explication, sans préavis, et vous ne m'arrêtez pas. » Il y eut une autre seconde de silence. Puis Cale répondit, sa voix ni plus lourde ni plus douce, plate et immobile comme une eau dont elle ne pouvait pas voir le fond. « Juste. » Elle mit fin à l'appel, posa le téléphone sur le lit, leva les yeux vers le plafond qui s'écaillait, et se demanda quelle porte elle venait d'ouvrir. Où cela l'amènerait, et si elle était assez forte pour endurer ce qui l'attendait de l'autre côté. 2 jours après l'appel de minuit, Belle se tenait devant les grilles du domaine Moretti. Elle avait un seul sac à dos contenant tout ce qu'elle possédait au monde. 2 changements de vêtements, une paire de chaussures de rechange, une brosse à dents, et la petite photo de Penny qu'elle gardait toujours dans son portefeuille. La grille en fer était plus haute que sa tête, peinte en noir, avec 2 caméras à rotation lente montées sur les piliers. Un homme qu'elle n'avait jamais vu se tenait à l'intérieur, une oreillette à l'oreille. Ses yeux la balayaient de la tête aux pieds avec un regard qui n'était ni hostile ni amical, seulement mesuré. Le genre de regard qu'elle avait vu sur les gardes de l'orphelinat chaque fois que des étrangers arrivaient. La grille s'ouvrit automatiquement après que l'homme ait dit quelque chose dans son appareil et Belle entra. Chaque pas sur le chemin de pierre menant à la porte d'entrée faisait crier un peu plus fort l'instinct de survie en elle, car tout dans cet endroit lui disait qu'il n'était pas fait pour des gens comme elle. Le domaine était grand mais pas ostentatoire. Des murs en pierre grise, de hautes fenêtres, des arbres soigneusement taillés. Beau d'une manière froide et délibérée, comme une personne faisant un effort prudent pour ne révéler aucune émotion. Elle entra le code que Priest lui avait envoyé par texto ce matin-là. La lourde porte s'ouvrit et elle entra. Le couloir était large, le sol en pierre polie brillait, le plafond était haut. Le mobilier était rare, sans photos de famille sur les murs, sans fleurs, sans couleur chaude.
Tout était si parfaitement agencé que cela semblait sans vie, comme si les gens qui vivaient ici ne voulaient laisser aucune trace de leur passage. Belle se tenait au milieu de ce couloir, entendant l'écho de ses propres pas sur la pierre. Elle pensa que la maison ressemblait à une belle coquille enroulée autour du vide, tout comme son propriétaire. Puis elle entendit d'autres pas, lents, traînant sur le sol. Et Enzo apparut au bout du couloir, les yeux troubles, sa démarche chancelante, douloureusement familière. Mais quand il la vit, il s'arrêta, ses vieux yeux clignèrent, et quelque chose s'alluma en eux. Pas la mémoire, mais le sentiment. Le sentiment de sécurité, le sentiment de quelque chose de connu. Quelque chose que la maladie d'Alzheimer n'avait pas réussi à effacer même après avoir effacé presque tout le reste. Enzo se dirigea vers elle plus vite que d'habitude, les deux mains tendues, et l'appela d'une voix tremblante pleine de joie. « Tu es à la maison, tu es à la maison. » Belle resta immobile. Elle ne recula pas. Elle ne le corrigea pas, car elle comprit tout de suite qu'il la confondait avec quelqu'un d'autre. Peut-être la belle fille qu'il avait perdue, la femme de la vieille de photographie. Et elle ne pouvait se résoudre à briser ce moment avec la vérité. Elle prit ses mains, fit un petit signe de tête et dit « Oui, je suis à la maison. » Enzo la serra fort, les yeux remplis de larmes, et la conduisit vers le salon comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Belle l'aida à s'asseoir juste au moment où elle réalisa qu'on l'observait. Pas par Cale, mais par une paire de petits yeux ronds et sombres qui la regardaient à travers la fente d'une porte voisine. Mabel se tenait à moitié cachée derrière la porte en bois, seule la moitié de son visage était visible. Ses longs cheveux noirs légèrement emmêlés, une main agrippant le bord du cadre. Elle portait une simple robe en coton devenue un peu courte, des chaussettes blanches sur le sol de pierre froide. Et elle regardait Belle avec l'expression d'un enfant qui avait perdu sa mère et ne croyait plus que quiconque entrant dans la maison y resterait. Belle vit la petite fille et sentit son cœur se serrer. Pas de pitié, mais de reconnaissance. Car ses yeux étaient exactement les mêmes yeux qu'elle-même avait autrefois tournés à travers la fente de la porte du dortoir à l'orphelinat Greer. Chaque fois que des étrangers venaient. Des yeux qui voulaient faire confiance, mais avaient une peur de le faire. Qui voulaient s'approcher, mais avaient une peur d'être abandonnés. Belle ne s'avança pas vers elle. Elle ne fit pas de signe de la main. Elle n'appela pas ma Belle, car elle savait qu'un enfant effrayé a besoin d'espace, pas de quelqu'un qui se précipite. Elle s'abaissa simplement sur le sol, là, jusqu'à être au niveau des yeux de l'enfant. Lentement, sans menace. Puis elle regarda à travers la fente de la porte et dit doucement, sa voix chaude mais pas trop empressée, juste assez pour que Mabel l'entende sans se sentir pressée. « C'est un beau bracelet. C'est toi qui l'as fait? » Mabel baissa les yeux sur le bracelet en plastique bon marché à son poignet. Le genre de bracelet que personne dans cette grande maison n'avait probablement jamais remarqué ou loué. Puis elle regarda de nouveau Belle et le coin de sa bouche se souleva très légèrement, si faiblement que c'était presque invisible. Mais c'était un sourire, le premier sourire qu'elle avait offert à un étranger depuis très longtemps. Au bout du couloir, debout dans l'ombre où personne ne pouvait le voir, Cale avait tout vu. Du moment où son père avait appelé Belle à la maison, au moment où sa fille avait laissé le bord d'un sourire toucher sa bouche à travers la fente de la porte, et quelque chose à l'intérieur de sa poitrine bougea très légèrement. Comme une plaque de glace se fissurant légèrement, un bruit que personne ne pouvait entendre. Mais elle s'était fissurée tout de même et ne se réparerait jamais comme avant. Le deuxième jour de Belle dans le domaine Moretti, elle vit tout ce qu'elle avait pressenti dès le premier instant où elle avait franchi les grilles. Ce matin-là, alors qu'elle conduisait Enzo dans le jardin arrière pour qu'il puisse s'asseoir et respirer l'air froid, car le médecin avait dit que la lumière naturelle était bonne pour quelqu'un atteint d'Alzheimer, elle vit Priest passer dans le couloir. Sa veste s'affaissait légèrement d'un côté, et elle sut immédiatement ce qui causait ce poids inégal. Car elle avait grandi dans le quartier pauvre du sud de Chicago, et elle savait à quoi ressemblait la forme d'une âme cachée sous un manteau bien avant d'avoir appris à lire. Elle ne réagit pas, elle ne regarda pas une deuxième fois. Elle continua simplement à conduire Enzo dans le jardin et lui parla du temps comme si elle n'avait rien vu du tout. À midi, alors qu'elle allait chercher une serviette chaude pour Enzo, elle passa devant le bureau de Cale au bout du couloir du premier étage. La porte était fermée, la serrure électronique clignotait en rouge. Et de l'intérieur venait le son étouffé d'une voix basse dont elle ne pouvait pas distinguer les mots.
mais dont elle pouvait clairement entendre le ton. Le ton d'un homme donnant des ordres, pas celui d'une conversation. Ce soir-là, après qu'Enzo se soit endormi et que Mabel ait été ramenée dans sa chambre, Belle s'assit dans la chambre qui lui avait été assignée au deuxième étage. Une chambre propre et grande, plus grande que tout son studio, avec un grand lit, des couvertures épaisses et du chauffage. Et pourtant, elle n'avait pas chaud, car elle était assise près de la fenêtre, regardant la cour avant et observant une voiture noire s'arrêter au portail. Deux hommes en sortirent, entrèrent rapidement dans la maison avec des visages tendus, puis ressortirent 15 minutes plus tard, montèrent dans la voiture et partirent en silence. Puis une autre voiture arriva, puis une autre. Et chaque fois que la porte d'entrée s'ouvrait et se refermait, Belle comptait une raison de plus de croire que cette maison n'était pas ce qu'elle semblait d'être en surface. Que l'homme qui l'avait engagée n'était pas seulement un fils riche inquiet pour son père vieillissant, mais autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait toujours pas nommer, bien que son corps l'ait reconnu depuis longtemps. Car son corps avait été entraîné à identifier le danger avant que son esprit n'ait jamais eu la chance de l'analyser. Elle ouvrit son sac à dos et commença à y replier ses vêtements, lentement mais avec détermination. Car elle avait dit à Cale que si jamais elle se sentait en danger, elle partirait. Et maintenant, c'est exactement ce qu'elle ressentait. Elle était dans une maison où des hommes portaient des armes, où les portes se verrouillaient avec des codes, où des étrangers allaient et venaient au milieu de la nuit. Et elle avait une sœur de 7 ans à l'hôpital qu'elle ne pouvait pas risquer de perdre elle-même. Pas pour quelque chose qui pourrait l'empêcher de retourner un jour auprès de Penny. Elle tirait la fermeture éclair de son sac à dos quand elle entendit frapper à la porte. Doucement, très doucement, bas. Pas à la hauteur d'une main d'adulte, mais beaucoup plus bas, au niveau de sa taille. Et elle sut qui se tenait dehors avant même d'ouvrir. Mabel était là, pieds nus sur le plancher en bois froid, tenant un petit oreiller à motif d'étoile usé par le temps. Ses grands yeux levés vers Belle, elle dit d'une voix que Belle reconnut immédiatement comme la voix d'un enfant qui avait attendu très longtemps pour rassembler le courage de parler. « Brie, tu peux me raconter une histoire? Je n'arrive pas à dormir. » Belle baissa les yeux sur la petite fille, sur les pieds nus sur le sol froid, sur l'oreiller usé serré dans ses bras, sur ses yeux. Et elle se vit elle-même. Pas comme une métaphore, mais elle se vit vraiment. Elle vit l'enfant de 7 ans debout dans le dortoir de la Fondation Greer après l'extinction des feux, serrant un oreiller, trop effrayé pour frapper à la porte de qui que ce soit. Car il n'y avait jamais eu de porte pour elle, jamais personne pour lui raconter une histoire, jamais personne pour lui dire « N'aie pas peur, je suis là ». Elle regarda le sac à dos fermé sur le lit, puis de nouveau Mabel. Et à ce moment-là, toute pensée de danger, d'armes, de portes verrouillées, de voitures noires dans la nuit s'estompa devant une simple vérité. Un enfant sans mère se tenait à sa porte, demandant une histoire, et Belle Ashford n'était pas le genre de personne qui pouvait fermer la porte à cet enfant et s'en aller. Elle posa le sac à dos par terre, ouvrit la porte plus grand, s'assit sur le seuil et tapota l'espace vide à côté d'elle. Mabel s'assit immédiatement, se pressant contre elle. Le petit oreiller coincé entre elles, et Belle commença à raconter une histoire. L'histoire d'un petit chat perdu dans une grande ville, essayant de retrouver son chemin. Sa voix était douce, lente, régulière, la même voix qu'elle utilisait chaque nuit pour raconter des histoires à Penny. Mabel écouta, ses yeux devenant progressivement lourds, sa tête s'appuyant sur l'épaule de Belle, sa respiration se régularisant lentement. Et la petite fille s'endormit là, sur le seuil, dans la chaleur d'une femme qu'elle n'avait rencontrée que la veille, et à qui elle avait pourtant fait assez confiance pour frapper à sa porte au milieu de la nuit. Au bout du couloir du deuxième étage, Cale se tenait dans l'obscurité, le dos contre le mur et les bras croisés sur sa poitrine. Il était là depuis le moment où il avait entendu Mabel frapper. Il écouta Belle raconter une histoire à sa fille. Il écouta cette voix chaude, patiente et douce d'une manière qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Et il resta là, sans bouger jusqu'à ce que sa voix s'estompe lentement et que le silence revienne. Et même après le retour du silence, il resta là longtemps. Car il ne voulait pas s'éloigner du premier moment, en 2 ans, où cette maison avait de nouveau abrité le son de quelqu'un racontant une histoire à sa fille avant de dormir. Les jours qui suivirent se déroulèrent selon un étrange double rythme que Belle n'avait jamais connu auparavant. Le jour et la nuit,
La même maison et pourtant deux mondes différents superposés sans jamais vraiment se mélanger. Pendant la journée, Belle transformait lentement le domaine froid en un lieu avec des voix humaines, avec de la chaleur, avec les petites choses ordinaires qui manquaient à cette maison depuis très longtemps. Elle sortait Enzo dans le jardin chaque matin et s'asseyait à côté de lui sur le banc en bois sous la terrasse couverte. Elle l'écoutait parler les jours où son esprit était assez clair. Des histoires de sa jeunesse, de la première fois qu'il avait rencontré sa femme dans une boulangerie de Little Italy, de la façon dont il lui avait pris la main et lui avait dit qu'un jour il lui construirait la plus belle maison de Chicago. Et ses yeux s'illuminaient pendant qu'il parlait, même s'il ne se souvenait plus du nom de sa femme. Car son corps se souvenait encore de l'histoire. Histoire, même quand son esprit avait oublié la femme qui s'y trouvait. Mabel commença à sortir plus souvent de sa chambre. Elle ne se cachait plus derrière les portes, mais s'asseyait sur le sol du salon, dessinant avec la boîte de crayons de couleur que Belle lui avait achetée avec son premier salaire. Des dessins vifs et colorés de bonshommes allumettes, de maisons, du soleil. Et puis un jour, la petite fille dessina 4 personnes debout côte à côte et pointa chacune d'elles à tour de rôle. Ça c'est papy, ça c'est papa, ça c'est Brie, et ça c'est moi. Et Belle dut détourner le visage une seconde parce que ses yeux la brûlaient. Kel commença à rentrer plus tôt. Pas de beaucoup, seulement environ 1 heure plus tôt. Mais assez pour s'asseoir à la table du dîner pendant que Mabel était encore réveillée. Assez pour entendre sa fille lui raconter ce qu'elle avait dessiné ce jour-là. Assez pour que Belle voie que sous la carapace froide, il essayait. Maladroitement et lentement, mais il essayait tout de même. Certains soirs, Belle préparait du café pour Cale et le laissait sur son bureau avant qu'il ne rentre. Une petite habitude qui avait commencé le 3e jour et dont elle ne se souvenait même pas vraiment du début. Seulement que chaque matin, la tasse était toujours vide. Mais les nuits étaient une autre histoire. La nuit, après qu'Enzo se soit endormi et que Mabel soit blottie sous sa couverture, serrant son trésor céleste délavé, la maison semblait se défaire d'une peau pour en revêtir une autre. Un soir, Belle alla dans la cuisine pour chercher de l'eau et vit Carl assis à la table de la salle à manger, les manches de sa chemise retroussées. Et elle remarqua les ecchymoses sur ses jointures. Pas le genre de bleu laissé par un coup accidentel, mais les ecchymoses d'un homme qui avait frappé quelque chose ou quelqu'un de nombreuses fois. Carl réalisa qu'elle regardait, et il baissa sa main sous la table, lentement, sans explication, sans essayer de la cacher. Il la déplaça simplement hors de sa vue, comme si c'était la plus petite courtoisie qu'il pouvait offrir. Belle prit son eau et partit sans dire un mot. Une autre nuit, elle se réveilla au son d'un bruit dans la cour, tira le rideau et regarda en bas. Elle vit Priest et 2 autres hommes traîner un 3e homme vers une voiture. La tête de l'homme était baissée, ses mains attachées dans son dos. Et même dans la faible lumière de la cour, Belle pouvait voir du sang sur son col. Puis la portière de la voiture claqua. Le véhicule s'éloigna et la cour retourna au silence comme si rien ne s'était passé. Belle resta près de la fenêtre longtemps après cela, une main serrée fermement autour du rideau, son cœur battant vite. Et elle comprit clairement maintenant, non plus par instinct ou suspicion, mais elle comprit vraiment ce qu'était cette maison et qui était Kay Moretti. Ce soir-là, pour la première fois depuis de nombreux jours, Belle ne laissa pas de tasse de café sur le bureau de Cale. Le lendemain matin, Cale regarda l'espace vide sur le bureau, l'endroit où chaque nuit précédente une tasse de café l'avait attendu. Et il comprit tout de suite, sans qu'un mot ne soit nécessaire, car l'absence de ce café parlait plus fort que n'importe quelle question que Belle aurait pu poser. Cela lui disait qu'elle avait vu, qu'elle savait, et que quelque chose entre eux avait changé. Mais Belle ne partit pas. Elle resta à cause de Mabel, à cause d'Enzo, parce que Penny avait besoin de l'opération. Mais elle commença aussi à faire ce que ses instincts de survie lui disaient de faire. Elle commença à chercher un moyen de pression, pas pour faire chanter qui que ce soit, pas pour exposer qui que ce soit, mais pour se protéger, pour que si quelque chose lui arrivait un jour, si elle disparaissait ou était menacée, elle aurait quelque chose entre les mains pour s'assurer que Penny resterait en sécurité. Une nuit, alors que Cale était absent et que Priest était parti avec lui, Belle descendit au premier étage. Elle se tint devant la porte du bureau de Cale et essaya le code qu'elle avait secrètement vu Priest entrer 2 jours plus tôt. La porte s'ouvrit. Elle entra, les mains tremblant légèrement,
ses yeux balayant rapidement le bureau, les classeurs, les tiroirs. Elle ne trouva rien de définitif car Cal était un homme trop prudent pour laisser quoi que ce soit de dangereux là où on pourrait le trouver facilement. Mais elle prit des photos de quelques papiers, de quelques chiffres, de quelques noms qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle pensait pouvoir utiliser plus tard. Elle quitta le bureau, ferma la porte, retourna dans sa chambre et s'allongea. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il pourrait se briser. Elle ne savait pas que dans le coin supérieur du plafond du bureau, une petite caméra avait tout enregistré. De la première seconde où elle était entrée jusqu'à la dernière seconde où elle était sortie. Et le lendemain matin, lorsque Priest vérifia le système de caméra dans le cadre de sa routine, il s'arrêta sur les images de 2 heures du matin. Il les regarda, puis les apporta à Cale. Cale regarda en silence, son visage inchangé, mais ses doigts cessèrent de tapoter sur le bureau. Et il fixa Belle sur l'écran, la fille fouillant dans son bureau avec des mains tremblantes. Et il n'était pas en colère, car il comprenait pourquoi elle l'avait fait. Il comprenait que quelqu'un qui a déjà tout perdu fera n'importe quoi pour protéger la dernière chose qui lui reste. Et la dernière chose qui restait à Belle, c'était Penny. La confrontation eut lieu ce soir-là. Non pas parce que Cal l'a initié, mais parce que Belle n'était pas le genre de personne à attendre qu'une bombe explose une fois qu'elle avait déjà entendu le tic-tac. Elle attendit qu'Enzo soit endormi, attendit que Mabel soit allée dans sa chambre, puis elle descendit au premier étage, frappa à la porte du bureau de Cale, et quand il ouvrit, elle entra sans attendre d'y être invitée. Cale resta assis sur sa chaise, la regardant alors qu'elle se tenait en face de son bureau, ses mains serrées à ses côtés, son dos droit, ses yeux fixés directement sur les siens, et il comprit tout de suite que ce n'était pas la douce fille qui racontait des histoires à sa fille avant de dormir. C'était de la fille qui avait survécu à un orphelinat et aux rues de Chicago. C'était une autre version de Belle, une qu'il n'avait jamais vue auparavant, et peut-être une que très peu de gens avaient jamais vue et étaient restés debout d'après. Belle demanda, sa voix calme mais dure comme de l'acier. « Est-ce que quelqu'un a été blessé à cause de vous? » Pas de détour, pas d'explication d'ouverture sur ce qu'elle savait ou avait vu. Juste une question posée sur le bureau comme un couteau. Et la façon dont elle la posa dit à Cale qu'elle n'avait pas besoin qu'il confirme quoi que ce soit, car elle connaissait déjà la réponse. Elle avait seulement besoin de l'entendre le dire à voix haute. Cale la regarda longuement. 3 secondes, 5 secondes, assez longtemps pour envisager de mentir. Assez longtemps pour décider de ne pas le faire, car il comprit qu'avec cette femme, un mensonge mettrait fin à tout plus vite que n'importe quelle vérité ne le pourrait jamais. Il répondit « Oui ». Un seul mot. Pas de justification, pas d'explication, pas d'histoire de cause ou de circonstance. Seulement l'aveu en une seule syllabe qu'il était exactement ce qu'elle croyait qu'il était. Belle hocha la tête, le plus léger des hochements de tête, comme si elle cochait la dernière case d'une liste de choses qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Puis elle se tourna, sortit de la pièce, monta directement au 2e étage dans sa propre chambre et commença à ouvrir son sac à dos. Elle plia ses vêtements, les fourra à l'intérieur, ferma la fermeture éclair. Chaque mouvement rapide et précis, avec l'aisance de quelqu'un déjà habitué à partir. Déjà habituée à ne jamais rester nulle part assez longtemps pour appeler cela un foyer, elle jeta le sac à dos sur son épaule, ouvrit la porte, entra dans le couloir et s'arrêta. Mabel se tenait là, juste devant sa porte, pieds nus sur le plancher en bois. Elle serrait le tissu usé contre sa poitrine, ses grands yeux levés vers le sac à dos sur l'épaule de Belle. Et ses yeux comprirent immédiatement, sans que personne n'explique. Car un enfant de 5 ans qui a déjà perdu sa mère sait exactement à quoi ressemble un départ. Mabel courut vers elle, enroula ses 2 petits bras autour de la jambe de Belle, pressa son visage contre son genou et dit d'une voix étranglée et brisée. Une voix qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à utiliser. « Brie, ne pars pas. Ne pars pas comme maman. Maman est partie et n'est pas revenue. » Belle se figea au milieu du couloir, le sac à dos sur son épaule, les bras de Mabel s'accrochant fermement à sa jambe. Et ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quel coup que la vie lui avait jamais porté. Car ce n'était pas seulement la supplique d'un enfant, c'était l'écho de sa propre voix 20 ans plus tôt. La petite fille debout à la porte de l'orphelinat, regardant le dos de son père s'éloigner pour ne jamais revenir. Au bout du couloir, Cale se tenait là. Il avait suivi Belle à l'étage parce qu'il savait qu'elle partirait.
Mais il ne s'attendait pas à Mabel. Il ne s'attendait pas à ce que sa fille sorte en courant. Et maintenant, il se tenait là, regardant cette scène, tout en lui ébranlé. Cal Moretti, l'homme que toute la pègre appelait le diable silencieux, ressentit la peur pour la première fois de sa vie. Pas la peur d'un ennemi, pas la peur de la mort, mais la peur que sa fille le regarde avec ses yeux tous les jours s'il laissait Belle franchir cette porte. La peur que Mabel perde une personne de plus, et que cette fois, cela brise la dernière chose intacte en elle. Belle posa lentement le sac à dos par terre, s'agenouilla, prit Mabel dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Je ne vais nulle part, je suis là. » Mabel pleura sans bruit, seulement le tremblement de ses épaules dans l'étreinte de Belle. Et Belle la serra plus fort et ferma les yeux, car elle savait qu'elle venait de prendre une décision. Pas avec la raison, mais avec quelque chose de plus profond. Quelque chose que personne ne lui avait donné il y a 20 ans et qu'elle donnait maintenant à cet enfant. Quand Mabel s'est calmée et que Belle l'a ramenée dans sa chambre et l'a mise au lit, Belle est retournée dans le couloir. Elle a regardé Cal, toujours debout là, et a dit, sa voix de nouveau stable maintenant, mais portant le poids de quelqu'un qui venait de tout parier. Je reste pour Mabel et pour Monsieur Enzo, mais j'ai une condition. À l'intérieur de cette maison, il n'y aura pas de violence. Je n'ai pas besoin de savoir ce que vous faites dehors. Mais entre ces 4 murs où votre fille dort et où votre père vit, il n'y aura pas de sang, pas d'armes à la vue de tous, pas d'hommes traînés au milieu de la nuit. Cal la regarda en silence, puis dit, sa voix basse est égale. Vous avez fouillé mon bureau l'autre nuit. La caméra a tout enregistré. Belle ne le nia pas. Elle n'expliqua pas. Elle ne s'excusa pas. Elle croisa son regard et dit, « Oui, je l'ai fait pour Penny. S'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin de savoir que ma sœur sera toujours en sécurité. Ne feriez-vous pas la même chose si vous étiez à ma place? » Cal resta silencieux longtemps, car cette question touchait le seul point avec lequel il ne pouvait pas argumenter. Il aurait fait exactement la même chose, et probablement pire, si Mabel avait été à la place de Penny. Puis il hocha la tête, un hochement lourd. « Juste, j'accepte votre condition. » Et ils restèrent là, dans le couloir sombre, sans se serrer la main, sans s'embrasser, sans grande promesse. Seulement 2 personnes qui avaient vu les pires côtés l'une de l'autre et qui avaient quand même choisi de rester debout côte à côte, sachant que la confiance entre eux avait des limites, des fractures, des zones d'ombre dans lesquelles aucun d'eux ne projetterait de lumière. Mais c'était suffisant, assez pour qu'ils continuent, assez pour que Mabel ne perde pas une personne de plus. Et parfois, assez est tout ce dont les êtres humains ont besoin. Mais pendant que Belle et Cal apprenaient à exister l'un à côté de l'autre, à l'intérieur de la fragile frontière qu'ils venaient de tracer, de l'autre côté de la ville, dans un sombre appartement penthouse au dernier étage d'un vieil immeuble de West Loop, un homme de 42 ans était assis devant 4 moniteurs, brillant d'un bleu pâle. Et cet homme avait tout observé depuis longtemps, bien avant que Belle ne mette les pieds dans le domaine Moretti. Paxton Greer n'était pas seulement un ennemi. Il était l'architecte invisible des difficultés même que Belle avait passé sa vie à essayer de fuir. Il était le genre d'ennemi que l'on ne réalise être là qu'après que tout autour de soi se soit déjà effondré. 2 ans plus tôt, il avait été le bras droit le plus fiable de Cale. Le seul homme qui connaissait chaque mot de passe, chaque itinéraire, chaque faiblesse de la famille Moretti. Jusqu'à ce que Cale découvre qu'il vendait des informations à une faction rivale. Des informations qui ont directement conduit à l'embuscade qui a tué la femme de Cale sur la route alors qu'elle allait chercher Mabel à l'école. Paxton a survécu parce qu'il a disparu à temps, a bâti sa propre faction avec de l'argent sale et de vieilles relations. Et depuis lors, il était assis dans le noir, patient, observant, attendant comme une araignée qui ne se presse jamais. Car elle sait que la proie ne peut pas échapper à la toile déjà tissée autour d'elle. Il savait qu'Enzo s'était égaré. Il savait que Carl était allé à l'hôpital cette nuit-là. Il savait qu'une jeune fille étrange avait sauvé le vieil homme. Et depuis, il avait des hommes qui suivaient chaque mouvement de Carlet. Ce soir, un de ces hommes fit un rapport par téléphone, sa voix plate alors qu'il lisait d'un dossier qu'ils avaient eux-mêmes constitué. La fille avait emménagé dans le domaine Moretti. Son nom était Belle Ashford, 27 ans, orpheline, anciennement résidente du centre de la Fondation Greer dès l'âge de 22 ans. Paxton buvait, mais sa main s'arrêta à mi-chemin de sa bouche,
quand il entendit les mots Fondation Greer. Il posa lentement le verre, puis ouvrit un vieux fichier sur son ordinateur. Un fichier qu'il avait gardé de l'époque où il possédait encore cet orphelinat. À l'époque où il l'utilisait à la fois comme façade pour des affaires légitimes et comme lieu d'exploitation d'enfants orphelins pour des opérations de couture et d'emballage cachés au sous-sol. Il fit défiler la liste des centaines de noms et s'arrêta à Ashford. Pas Belle, mais sa mère. La femme qui était venue frapper à sa porte avant de mourir, demandant un petit prêt pour payer des factures d'hôpital. Une dette jamais remboursée car elle s'était effondrée dans la rue et était morte 2 jours plus tard, laissant derrière elle une fille de 12 ans qui tomba directement dans l'orphelinat appartenant aux créanciers même à qui sa mère devait encore de l'argent. Paxton se pencha en arrière dans sa chaise, sa bouche se courbant en un sourire qui aurait glacé le sang de quiconque l'aurait vu. Il murmura à la pièce vide. Elle était destinée à revenir dans ma toile. Dans cette ville, tous les chemins pour les briser mènent finalement à moi. Il ne se précipita pas pour agir, car il ne se précipitait jamais. Il commença simplement à tirer les ficelles qu'il avait mises en place il y a longtemps. Le premier coup fut Ross Tanner. Ross était le gérant de la laverie où Belle avait autrefois travaillé, et il était aussi l'un des débiteurs de Paxton. Il portait une dette de jeu assez importante pour lui faire n'importe quoi que Paxton demandait, sans oser demander pourquoi. Paxton appela Ross, sa voix aussi facile que s'il invitait un ami à prendre un café, et lui demanda une petite faveur. Trouver un moyen de croiser Belle. Parler nonchalamment, mais planter une graine de doute dans son esprit. Ross fit exactement ce qu'on lui avait dit. Il croisa par hasard Belle près de l'hôpital Sainte-Catherine quand elle vint rendre visite à Penny. Son visage arrangé en une performance de regret, disant qu'il était désolé de l'avoir renvoyée, lui offrant de reprendre son travail. Et quand Belle refusa, Ross fit un léger sourire, lui tapota l'épaule avec une fausse familiarité, puis dit à voix basse, comme s'il partageait un secret privé entre vieilles connaissances. « J'ai entendu dire que tu travailles pour des gens riches maintenant. Fais attention. Les gens riches ne sont jamais gentils gratuitement. Ils veulent toujours quelque chose. » Belle ne répondit pas. Elle regarda seulement Ross avec des yeux froids et s'éloigna. Mais les mots se logèrent dans son esprit comme une petite épine qu'elle ne pouvait pas retirer, car ils touchaient la peur la plus profonde qu'elle portait en elle depuis l'orphelinat. Que personne n'est jamais gentil avec elle sans un prix, que chaque étreinte peut devenir un piège. Et Ross n'avait pas besoin de dire un mot de plus, car la graine avait déjà été plantée. Pendant ce temps, Paxton reçut une nouvelle photographie des hommes qui surveillaient le domaine Moretti. Une photo prise à travers la clôture, légèrement floue, mais assez claire. Belle était assise dans le jardin, Mabel sur ses genoux, les deux regardant quelque chose dans les mains de Mabel pendant que la petite fille souriait. Paxton imprima la photographie et la plaça sur son bureau à côté d'une autre, montrant Enzo marchant dans le jardin. Et il regarda ces deux images avec des yeux d'où le sentiment humain était parti il y a très longtemps, ne laissant que le calcul froid. Et ce qu'il vit n'était pas du tout deux personnes, mais deux vulnérabilités. Deux fils qui, s'ils étaient tirés de la bonne manière, mettraient Cale Moretti à genoux. Paxton n'attendit pas longtemps. 3 jours après la rencontre entre Ross et Belle devant l'hôpital, il fit son deuxième coup. Et cette fois, il ne visa pas Belle. Il visa la seule chose qui pouvait la briser de l'intérieur, Penny. Cet après-midi-là, Belle arriva à l'hôpital Sainte-Catherine après avoir installé Enzo pour sa sieste de l'après-midi et s'être assuré que Mabel était dans le salon en train de dessiner sous la surveillance d'une des femmes de chambre. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage, tourna dans le couloir familier de la pédiatrie, poussa la porte de la chambre de Penny et s'arrêta net sur le seuil. Sur la table de chevet, à côté du verre d'eau et de la boîte de crayons usée de Penny, se trouvait un bouquet de fleurs fraîches. Des fleurs blanches enveloppées dans un papier élégant, le genre de fleurs que personne dans la vie de Belle n'avait jamais acheté pour elle ou pour sa sœur. Une petite carte blanche était glissée dans le bouquet, non scellée, déjà ouverte. Belle regarda les fleurs et sentit son estomac se nouer immédiatement, car elle n'avait pas envoyé de fleurs. L'hôpital n'envoyait pas de fleurs. Et personne au monde ne savait que Penny était ici, sauf Belle, sauf Cale, et sauf la personne qu'elle ne connaissait toujours pas. La personne qui en savait déjà beaucoup trop. Elle s'avança, prit la carte et lut l'écriture soignée dessus, juste une phrase. «
mais c'était assez pour lui couper le souffle plus vite que n'importe quel coup n'aurait jamais pu le faire. Ta sœur joue dans la maison d'un tueur, demande-lui. Quand Belle finit de lire, sa main tremblait si fort que la carte frémissait entre ses doigts, et elle se tourna pour regarder Penny, priant silencieusement qu'elle ne l'ait pas lue. Mais Penny était déjà assise contre ses oreillers, ses grands yeux fixés directement sur sa sœur. Et la petite fille demanda d'une voix si calme que Belle eut envie de se briser là où elle se tenait. Brie, qui est-ce le tueur? Ce n'était pas la voix d'un enfant effrayé. C'était la voix d'une enfant de 7 ans qui s'était habituée aux mauvaises nouvelles, habituée à ce que le monde soit dangereux, habituée à ce que sa sœur cache des choses terrifiantes derrière un sourire. Et maintenant, elle demandait clairement parce qu'elle était fatiguée de ne pas savoir. Belle posa la carte face contre la table, s'assit sur le bord du lit, prit Penny dans ses bras et dit « Personne n'est un tueur. Quelqu'un est juste cruel. C'est tout. Ne t'inquiète pas. » Mais sa voix n'était pas assez stable, et Penny le savait. Penny savait toujours. Mais cette fois, la petite fille ne posa pas d'autres questions. Elle hocha seulement la tête contre la poitrine de sa sœur. Car cet enfant de 7 ans avait déjà appris que parfois, ne pas demander est le seul moyen de protéger la personne que l'on aime de devoir mentir. Belle la tint encore une minute, puis la reposa doucement contre les oreillers. Elle lui dit qu'elle sortait pour passer un appel, entra dans le couloir, ferma la porte de la chambre d'hôpital derrière elle et s'appuya contre le mur. Ses 2 mains tremblaient, son cœur battait si vite qu'elle pouvait entendre le pouls dans ses oreilles. Elle sortit son téléphone, composa le numéro de Cale, et Cale répondit avant la fin de la première sonnerie. Sa présence se sentait même à travers la ligne alors qu'il attendait qu'elle parle. Sa voix tremblait, mais chaque mot était clair. « Quelqu'un sait, pour ma sœur. Quelqu'un est entré dans sa chambre. Il y avait des fleurs et une carte disant que je vis dans la maison d'un tueur. » Le silence s'étira pendant 3 secondes. Les 3 secondes des plus lourdes que Belle ait jamais endurées au téléphone. Car pendant ces 3 secondes, elle n'entendit rien. Pas de souffle, pas de mouvement, seulement ce vide dans lequel elle imaginait le visage de Cale changer d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Puis il dit 2 mots. 30 minutes. Exactement 30 minutes plus tard, Priest sortit de l'ascenseur au 3e étage de l'hôpital Sainte-Catherine avec 2 hommes que Belle n'avait jamais vus. Tous 3 portaient des vêtements sombres, se déplaçaient rapidement et balayaient du regard chaque coin du couloir. Priest parla au poste des infirmières d'une voix que personne n'osa contester. Il exigea une liste de chaque personne qui était entrée ou sortie du 3e étage au cours des dernières 24 heures. Il exigea les images de sécurité du couloir, qui révélèrent un aide-soignant de nuit corrompu. Il avait utilisé une entrée de service pour glisser des fleurs pendant les minutes chaotiques d'une rotation du personnel. Il exigea que personne ne soit autorisé à entrer dans la chambre de Penny, sauf le personnel médical et Belle. Belle se tenait le dos contre le mur du couloir, regardant Priest et les 2 hommes travailler. Elle regardait l'infirmière en chef hocher la tête encore et encore, avec une expression tendue sur son visage. Elle regardait les patients et les membres de leur famille dans le couloir s'écarter instinctivement chaque fois qu'ils passaient. Et elle comprit que ce qu'elle voyait n'était pas une sécurité ordinaire. C'était du pouvoir. Le genre de pouvoir que l'argent seul ne peut pas acheter. Le genre qui ne vient que par la peur. Et c'était la première fois qu'elle voyait le vrai monde de Cale Moretti. Pas à travers une fenêtre de chambre à minuit, pas à travers des ecchymoses sur ses mains, mais juste devant elle, en plein jour, à l'intérieur de l'hôpital où sa petite sœur reposait. Elle appela Orla, la seule amie qu'elle avait, et sa voix tremblait en parlant. « Orla, je ne peux pas expliquer maintenant, mais j'ai besoin que tu saches que s'il m'arrive quelque chose, Penny est dans la chambre 312, 3e étage, Sainte-Catherine. » Orla resta silencieuse une seconde, puis demanda « Dans quoi t'es-tu fourré, Brie? » Et Belle ne put répondre, car elle ne le savait pas non plus. Elle savait seulement que quelqu'un avait atteint Penny, et à partir de ce moment, tout avait changé. Cale arriva à l'hôpital 40 minutes après l'appel, non pas parce qu'il avait été lent, mais parce qu'il était resté assis dans la voiture pendant 10 minutes avant de sortir. 10 minutes, pendant lesquelles Priest resta au volant sans parler, car il savait que Cale remettait tout en ordre dans son propre esprit avant d'affronter Belle. Cette fois, il ne pouvait plus se cacher derrière le silence.
Il ne pouvait pas répondre par un simple oui et ne rien dire d'autre. Il ne pouvait pas la laisser deviner et décider par elle-même de rester ou de partir. Car quelqu'un avait atteint sa sœur de 7 ans, et cela changeait toutes les règles. Il monta au troisième étage, passa devant Priest et les deux hommes qui montaient la garde à chaque extrémité du couloir. Il s'arrêta devant la chambre de Penny et regarda à travers la petite fenêtre et envers de la porte. À l'intérieur, Penny dormait, si petite dans le lit d'hôpital blanc, sa main fine reposant sur la couverture. Et Cale la regarda le visage pâle, les cheveux fins, les lèvres légèrement entr'ouvertes dans ce sommeil. Et sa mâchoire se serra si fort que le muscle de sa tempe tressaillit. Car il voyait Mabel dans cet enfant, voyait la même fragilité, la même petitesse. Et il comprit pourquoi Belle faisait tout ce qu'elle faisait. Il le comprit maintenant, non seulement avec son esprit, comme il l'avait fait auparavant, mais avec quelque chose de plus profond dans sa poitrine. Belle se tenait à quelques pas dans le couloir, le dos contre le mur, les yeux rouges mais secs. Et quand Cale se tourna pour la regarder, elle parla d'une voix qu'il n'avait jamais entendue d'elle auparavant. Pas calme, pas tremblante, mais la voix de quelqu'un qui avait perdu patience de ne pas savoir. J'ai besoin de tout savoir maintenant. Pas de cachotterie, pas d'omission, pas de protection en me cachant des choses. Quelqu'un vient d'entrer dans la chambre de ma sœur, a laissé des fleurs et une carte vous traitant de tueur. Et je ne ferai pas un pas de plus sans savoir dans quoi je m'engage. Cale la regarda, pesa le dernier moment possible d'hésitation, puis fit un signe de tête vers la salle d'attente au bout du couloir. Ils s'assirent l'un en face de l'autre sur deux chaises d'hôpital en plastique, sous la lueur blanche et pâle des néons, et Cale lui raconta. Il le raconta simplement, sans fioriture, sans excuse, de la voix plate d'un homme lisant sa propre sentence. 2 ans plus tôt, il avait un bras droit nommé Paxton Greer, l'homme en qui il avait le plus confiance à part Priest, l'homme qui connaissait tous les secrets de la famille Moretti. Et Paxton a vendu des informations à une faction rivale. Des informations sur les itinéraires, sur les horaires, sur les moments où leur protection était la plus faible. Ces informations ont conduit à l'embuscade sur la route, alors que Mabel était récupérée à l'école. La femme de Cale était sur le siège avant. Mabel était à l'arrière. Et quand les balles ont traversé la vitre, sa femme est tombée sur le côté, couvrant Mabel de son corps. Et ce fut la dernière chose qu'elle fit dans ce monde. Cale s'arrêta là une seconde. Non pas parce que quelque chose se voyait à l'extérieur, mais parce que quelque chose en lui se resserrait chaque fois qu'il devait traduire cette histoire en mots. Puis il continua. Paxton a disparu, a bâti sa propre faction, et maintenant il voulait détruire tout ce à quoi Cale tenait encore. Enzo, Mabel, et maintenant Belle. Puis Cale ajouta une chose de plus, quelque chose qu'il savait qui changerait tout. Paxton Greer. Avant de travailler pour moi, c'était un prédateur qui contrôlait l'infrastructure même de la survie des pauvres. Les laveries, les cliniques de recouvrement de dettes et les orphelinats. L'orphelinat où vous avez grandi. Belle ne dit rien. Elle était assise là, sur la chaise d'hôpital en plastique, et le monde autour d'elle s'arrêta. Le nom Fondation Greer ne la frappa pas comme une nouvelle. Il la frappa comme une porte s'ouvrant violemment sur une pièce qu'elle avait gardée verrouillée pendant 20 ans. Et les souvenirs se déversèrent sans demander la permission. Les néons, exactement comme les lumières au-dessus d'elle maintenant. Le long couloir au sol en béton froid. Les cris venant du fond. Ses mains de 12 ans pliant des vêtements de 5 heures du matin à 10 heures du soir. Les pleurs d'autres enfants punis pour avoir travaillé trop lentement. Et le visage de l'homme qu'elle n'avait jamais vu clairement, mais dont elle savait qu'il était le propriétaire. Elle savait qu'il était l'homme qui décidait de ce que les enfants mangeaient, où ils dormaient, combien ils travaillaient. Elle savait qu'il était la raison pour laquelle elle avait grandi avec des mains calleuses et un sommeil toujours prêt à se réveiller au son de pas dans le couloir. Belle se pencha en arrière sur la chaise, sa colonne vertébrale pressée contre elle, comme si son corps essayait de mettre de la distance entre lui et ce qui venait d'être dit, et ne le pouvait pas, car cela avait déjà vécu en elle pendant des années. Cale la regarda et dit, « Vous avez le droit de partir maintenant. Je protégerai quand même Penny, sans condition. J'ai déjà fait placer des hommes par Priest devant sa chambre après les fleurs. » Belle resta assise longtemps, regardant le sol de l'hôpital,
regardant ses chaussures usées, puis elle leva la tête et regarda droit dans les yeux de Cale. Et ses yeux ne tremblaient plus, n'avaient plus peur. Il ne restait là que quelque chose de dur et de brillant. Quelque chose que Cale reconnut comme le genre de choses que personne ne peut enseigner et que personne ne peut acheter. Quelque chose qui ne se forme que lorsqu'un être humain a touché le fond et décide de ne pas y rester. Elle dit, « Je n'ai pas fui Paxton Greer quand j'avais 7 ans. J'ai survécu à son orphelinat. J'ai survécu aux rues. J'ai survécu à tout ce que la vie m'a jeté. Je ne vais pas fuir maintenant. » Cette même nuit, après avoir quitté l'hôpital, Cale convoqua Priest dans son bureau et commença à élaborer des plans pour une contre-attaque contre Paxton Greer. Il s'assit derrière son bureau avec une carte de la région étalée, son téléphone en mode haut-parleur, passant des appels courts et secs à des noms que Bell ne connaissait pas et n'avait pas besoin de connaître. Et il travaillait avec la précision froide d'un homme qui avait attendu 2 ans pour cette chance, mais n'avait plus la patience d'attendre plus longtemps. Car Paxton avait touché à ce qui n'aurait jamais dû être touché. Bell n'était pas dans la pièce, mais elle frappa à la porte vers 10 heures ce soir-là. Priest ouvrit, la regarda, puis regarda Cale, et Cale lui fit un signe de tête pour qu'elle entre. Bell s'assit sur la chaise en face du bureau et parla d'une voix calme et claire. La voix de quelqu'un qui avait décidé de son camp. « Russ Tanner, le gérant de la laverie où je travaillais. Il m'a croisé près de l'hôpital il y a quelques jours, prétendant que c'était par hasard. Mais ce n'était pas par hasard, car il savait que j'étais à l'hôpital, savait à quelle heure j'y serais, et il a essayé de me mettre dans la tête qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. » Elle fit une pause d'1 seconde, puis ajouta, « Je connais Russ, il n'est pas assez malin pour inventer quelque chose comme ça tout seul. C'est une marionnette, quelqu'un le manipule. Et si Paxton Greer est derrière tout ça, alors Russ est le fil qui le relie à moi, car Russ est toujours endetté. Il doit toujours quelque chose à quelqu'un, et les gens peuvent le forcer à faire à peu près n'importe quoi en utilisant cette aide. » Cale la regarda, et pour la première fois, il ne la regarda pas comme quelqu'un qui avait besoin de protection. Il la regarda comme une alliée, comme quelqu'un qui mettait sur la table la pièce manquante dont il avait besoin. Car il avait un réseau, il avait du pouvoir, il avait Priest, mais il n'avait personne dans les détails ordinaires de la vie quotidienne de Bell qui connaîtrait de petites choses, comme à qui Russ Tanner devait de l'argent et pourquoi il s'était montré à l'hôpital à ce moment précis. Priest nota le nom de Russ, et Cale fit un signe de tête à Bell. Pas un merci en mots, car entre eux, la gratitude était devenue superflue. Seulement un signe de tête qui signifiait « Je vous entends, je comprends, j'utiliserai cela ». Bell quitta la pièce, ferma la porte derrière elle et monta à l'étage pour voir Enzo avant de retourner dans sa propre chambre. Il était assis dans le petit salon de l'étage, une couverture légère sur les épaules, les yeux fixés sur la fenêtre sombre. Et Mabel était là, à côté de lui, tenant une écharpe chaude qu'elle venait de prendre dans l'armoire à linge. Elle l'enroulait soigneusement autour des épaules de son grand-père. Lentement, doucement, ses petites mains de 5 ans maladroites mais déterminées. Et elle le faisait sans qu'on le lui demande, sans qu'on le lui apprenne. Elle avait simplement vu que son grand-père avait froid, et elle faisait exactement ce qu'elle avait vu Belle faire tous les jours. Belle se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant cette scène. Elle réalisa que Mabel répétait son geste. Le même geste que Belle avait fait la toute première nuit sur le banc de l'arrêt de bus, quand elle avait enroulé une écharpe autour d'Enzo dans le froid de l'hiver. Et ses yeux la piquèrent. Mais elle ne pleura pas, elle resta juste là et regarda. Car c'était la preuve que la gentillesse ne disparaît pas quand on la donne. Elle se multiplie. Elle se transmet à un enfant de 5 ans qui enroule une écharpe autour de son grand-père avec tout son petit cœur. Au bout du couloir, Cale était monté pour voir Mabel avant de retourner au travail, et il s'arrêta de marcher quand il vit ce que sa fille faisait. Il vit Belle debout dans l'embrasure de la porte, regardant sa petite fille. Et à ce moment-là, il comprit avec une clarté et une netteté parfaite que Mabel apprenait à aimer grâce à Belle. Sa fille apprenait quelque chose qu'il ne savait pas comment enseigner, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, que les gardes du corps ne peuvent pas protéger, et quelque chose que lui, le plus puissant chef de la mafia de Chicago, n'avait aucune capacité à lui donner seul. Cette nuit-là, quand Cale retourna à son bureau après minuit, son bureau n'était plus vide. Il y avait une tasse de café qui l'attendait, encore chaude, posée au même endroit qu'avant.
au coin droit du bureau près de la photo de Mabel. L'endroit où elle avait manqué pendant tant de jours, depuis la nuit où Belle avait vu Priest traîner un homme dans la cour. Cale regarda le café et il comprit tout ce que Seth Weiss disait sans un seul mot. Il restait, vraiment. Pas parce que Mabel s'était accrochée à elle, pas parce que Penny avait besoin d'argent, mais parce qu'elle l'avait choisi. Parce qu'elle avait vu l'obscurité et avait quand même choisi de rester là. Il s'assit, prit de la tasse, but une gorgée, puis la but entièrement. Il reposa la tasse vide sur le bureau, et dans la maison sombre, au milieu de la nuit de Chicago, ce fut la conversation la plus longue et la plus honnête que les deux aient jamais eue. Paxton a agi dans l'après-midi, à l'heure exacte où il savait que la protection du domaine Moretti était la plus faible, car il avait été l'homme qui avait conçu ce planning de sécurité 2 ans plus tôt, et il savait que Cale n'avait pas complètement changé la structure, seulement les personnes à l'intérieur. À 3 heures, Cale était sorti avec Priest pour s'occuper d'affaires liées au plan de contre-attaque. 2 gardes étaient postés au portail avant. Les arrières n'étaient couverts que par des caméras et un patrouilleur. Et dans le jardin arrière du domaine, sous l'auvent en bois, Belle était assise avec Enzo et Mabel. Enzo était assis sur sa chaise avec une couverture sur les épaules, son regard tourné vers l'extérieur. C'était un de ces jours clairs. Il racontait donc à Mabel la première fois qu'il avait vu la neige tomber, quand il était enfant en Sicile. Et Mabel était assise dans l'herbe à ses pieds, la tête levée, ses yeux ronds et grands, écoutant avec la dévotion complète d'un enfant qui aime chaque seconde passée avec son grand-père. Belle était assise à côté d'eux, tricotant une écharpe pour Penny, avec la pelote de laine que Mabel avait choisie en rose à la boutique la semaine précédente. Et à ce moment-là, tout semblait si paisible qu'elle oublia que la paix dans cette maison était toujours quelque chose de temporaire. Elle entendit le bruit avant de voir qui que ce soit. Le crissement rapide de pas sur le gravier venant du côté de la maison. Pas le pas mesuré du patrouilleur, car le patrouilleur se déplaçait lentement et régulièrement. C'était des pas de course, plusieurs, et ses instincts se réveillèrent avant que son esprit n'ait le temps de comprendre. Elle se leva d'un bond, la pelote de laine tombant dans l'herbe, ses yeux se tournant vers la gauche. Et elle vit 3 hommes en noir contourner le coin de la maison, se déplaçant rapidement, avec détermination, et l'un d'eux se dirigeait droit sur Enzo. Belle ne cria pas. Elle ne se figea pas. Elle agit avec l'instinct que 27 ans de survie avaient gravé dans ses os. Elle se jeta entre Enzo et l'homme qui fonçait sur lui, se plantant là, les 2 bras écartés. Elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner, savait qu'elle n'avait pas d'armes, savait qu'elle était plus petite et plus faible que n'importe lequel des 3 hommes. Mais son corps refusa de s'écarter, car derrière elle se tenait un homme de 72 ans qui ne se souvenait plus de qui il était et une fillette de 5 ans trop terrifiée pour même respirer. Le premier homme ne s'arrêta pas. Il repoussa Belle d'un coup violent à l'épaule et à la poitrine, et elle entendit quelque chose craquer dans son corps. Peut-être une côte, peut-être autre chose. Et la douleur vint immédiatement, chaude et vicieuse, irradiant de sa poitrine à sa gorge. Mais elle ne tomba pas. Elle recula seulement de 2 pas et se rattrapa. Car la douleur n'importait pas maintenant. Seule Mabel importait. Elle se tourna et vit Mabel debout à côté de la chaise de son grand-père, figée. Ses yeux écarquillés d'horreur, sa bouche ouverte, mais aucun son n'en sortait. Et Belle se jeta sur elle, attrapa les épaules de la petite fille des 2 mains, regarda droit dans le visage de Mabel et cria d'une voix qu'elle ne savait pas posséder. Une voix assez aiguë pour déchirer la peur elle-même. Cours à l'intérieur, ferme la porte à clé, appuie sur le bouton rouge. Le bouton rouge était l'alarme d'urgence que Priest avait montrée à Mabel dès qu'elle fut assez grande pour comprendre. Le bouton que l'enfant n'avait jamais pressé parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Et à cet instant, la fillette de 5 ans regarda Belle avec des yeux pleins de larmes, puis se tourna et courut. Pieds nus sur l'herbe, puis sur le sol de pierre, dans la maison, le long du couloir jusqu'au panneau de contrôle à côté de l'escalier. Et sa petite main frappa le bouton rouge. L'alarme éclata, stridente et sauvage, déchirant le calme de l'après-midi. Et dehors, dans le jardin, Belle ressentit un bref éclair de soulagement car Mabel était rentrée. Elle était en sécurité. Mais cet éclair dura moins d'1 seconde, car le 2e coup vint de derrière, à la nuque, et le monde bascula. Elle tomba dans l'herbe, son visage heurtant le sol,
l'odeur de la terre humide et de l'herbe froide se précipitant dans son nez. Ses oreilles bourdonnaient, mais elle pouvait encore entendre Enzo. L'entendre crier de panique et de confusion, incapable de comprendre ce qui se passait parce que la maladie d'Alzheimer lui avait volé cela. Et elle essaya de lever la tête, essaya de voir. Sa vision se brouilla et elle vit deux des hommes tirer Enzo de sa chaise. Sa résistance était faible, sa main tendue vers Belle comme pour essayer de l'attraper. Et Belle essaya de tendre la main en retour, essaya de ramper vers lui, mais son corps n'obéissait plus. La douleur dans sa poitrine se propageait partout, sa tête lourde comme du plomb. Et la dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité n'avale tout fut le visage d'Enzo. Ses yeux grands ouverts, effrayés, déconcertés, et sa bouche appelant, non pas son nom, mais ma fille. Où est ma fille? Car il l'avait confondue avec sa belle-fille décédée. Et il croyait que sa belle-fille était allongée dans l'herbe sans que personne ne l'aide. Et cette image se grava dans l'esprit de Belle avant qu'elle ne perde connaissance. Elle resta là, sur l'herbe froide, inconsciente, tandis que l'alarme hurlait encore à travers le domaine. Tandis que Mabel était recroquevillée dans le placard de sa chambre, les deux mains sur les oreilles, pleurant sans bruit. Et tandis que le véhicule transportant Enzo quittait le domaine par le portail de Service Ouest, où le patrouilleur avait déjà été neutralisé. Belle avait fait la chose même que la survie aurait dû lui apprendre à ne jamais faire. Elle s'était mise en travers du danger pour quelqu'un d'autre au lieu de fuir. Elle avait choisi de protéger au lieu de se sauver, et elle avait payé ce choix de son propre corps. Mais Mabel était en sécurité, et dans le monde de Belle Ashford, c'était suffisant. Cale reçut l'appel du système d'alarme automatique alors qu'il était assis dans la voiture à 20 minutes du domaine. Et Priest, qui était à ses côtés depuis plus de 10 ans, qui l'avait vu recevoir la nouvelle de la mort de sa femme et ne faire rien de plus que de serrer sa prise sur l'accoudoir avant de se lever pour donner des ordres, dit plus tard que la réaction de Cale à ce moment-là fut la chose la plus violente qu'il ait jamais vue. Cale ne cria pas, ne cassa rien, ne perdit pas le contrôle. Mais tout son corps changea en une seule seconde, comme si quelque chose en lui s'était éteint et que quelque chose d'autre s'était allumé. Quelque chose que Priest nomma dans son propre esprit comme la version que personne ne voulait jamais rencontrer. Les yeux de Cale s'assombrirent, sa mâchoire se bloqua, sa voix baissa d'un ton, et il donna des ordres en phrases courtes et exactes qui ne gaspillaient pas un seul mot. À la maison, maintenant. Priest traversa Chicago à une vitesse qui rendait les feux rouges sans importance. Et quand ils atteignirent le domaine, le portail était déjà ouvert. L'alarme s'était tue, car les gardes s'en étaient occupés. Et Cale sortit de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. Il entra directement, ses yeux absorbant tout en une demi-seconde. Il vit les deux gardes du portail avant de faire leur rapport au chef de la sécurité. Il vit les signes de lutte dans le couloir menant au jardin arrière. Et il ne posa qu'une seule question. « Mabel. » Le garde répondit, en sécurité dans sa chambre. Elle a appuyé sur le bouton de panique. Cale monta directement au deuxième étage, ouvrit la porte de la chambre de Mabel et trouva sa fille assise dans le placard, recroquevillée. Ses deux bras enroulés autour de sa seule source de réconfort, ses yeux rouges, mais ne pleurant plus. Il s'agenouilla, la sortit, la serra fort, et Mabel enfouit son visage dans sa poitrine et murmura. « Bree m'a dit de courir à l'intérieur. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Papa, où est Papy? » Cale ne répondit pas à la dernière question. Il la serra juste un moment de plus, la déposa sur le lit, dit au garde qui la surveillait de ne pas la quitter des yeux, puis il descendit dans le jardin arrière. Belle était allongée sur la chaise longue du jardin sous la terrasse, tandis qu'un médecin privé que Priest avait appelé pansait sa poitrine et sa tête. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, ses yeux fermés, mais elle était consciente. Elle avait repris connaissance quelques minutes avant l'arrivée de Cale, et quand elle entendit ses pas sur le plancher en bois de la terrasse, elle ouvrit les yeux. Cale s'assit à côté de la chaise longue et regarda son visage. Il regarda l'ecchymose qui s'étendait sur sa tempe. Il regarda les bandages enroulés autour de ses côtes où l'os s'était fissuré, et un feu froid vacilla dans ses yeux, un regard si mortel qu'il rendait l'air autour d'eux lourd. Il demanda, sa voix basse, contrôlée, mais avec quelque chose qui tremblait en dessous. « Mabel va bien? » Et Belle, allongée là, la douleur dans tout son corps, les côtes fissurées, la tête encore tournoyante,
fit en sorte que les premiers mots sortant de sa bouche ne soient pas sur elle-même, mais toujours sur l'enfant. Je l'ai mise à l'abri à temps. Je lui ai dit de courir à l'intérieur et d'appuyer sur le bouton rouge. Elle est en sécurité. Cale la regarda et quelque chose dans ses yeux changea. Pas adouci, car Cale Moretti ne s'adoucissait pas, mais quelque chose de plus profond que cela. Quelque chose qu'il avait enterré le jour où sa femme avait utilisé son corps pour protéger ma belle dans cette voiture prise en embuscade. Car maintenant, pour la deuxième fois de sa vie, une femme s'était mise en danger pour sa fille. Et cette fois, ce n'était pas sa femme, pas quelqu'un lié par le devoir, mais une orpheline qu'il avait engagée pour s'occuper de son père vieillissant. Et elle l'avait fait non pas par instinct maternel, mais par l'instinct de quelqu'un qui ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder les vulnérables être blessés. Carol tendit la main et prit celle de Belle, la première fois qu'il la touchait, sa grande main chaude autour de sa petite main glaciale et usée. Et il dit, sa voix se brisant sur les deux derniers mots, se brisant d'une manière qui fit que Priest détourna le visage, car il n'avait jamais entendu Cale parler de cette voix auparavant. « Vous avez sauvé ma fille. » Belle ferma faiblement sa main autour de la sienne, mais elle le fit, et elle dit, « Trouvez Monsieur Enzo, Russ Tanner. Il a mentionné une fois un vieil entrepôt à Bridgeport quand il appelait les employés de la laverie pour des dettes. Il a dit que c'était là qu'il rencontrait son créancier. Si Paxton utilise Russ, alors peut-être que Paxton utilise aussi cet endroit. » Cale la regarda la femme allongée là, enveloppée de bandages avec des côtes fissurées, qui donnaient encore des renseignements, au lieu de pleurer ou de demander à un hôpital. Et puis il se leva, relâcha sa main, se tourna vers Priest, ses yeux redevenant sombres, sa voix baissant de nouveau, cette autre version de lui se rallumant. L'entrepôt de Bridgeport. Trouvez-le, quoi qu'il en coûte. Priest trouva l'entrepôt de Bridgeport en moins de 2 heures. Non pas par chance, mais parce que l'information de Bell était si précise qu'elle réduisit la recherche de plusieurs jours à une seule nuit. L'entrepôt se trouvait au bout d'une ruelle industrielle abandonnée près du canal. Ses murs de briques rouges s'écaillaient, sa porte en fer était rouillée. 2 véhicules étaient garés à l'extérieur, et Priest confirma par son réseau que Russ Tanner y était apparu plusieurs fois au cours du dernier mois. Assez pour savoir que c'était le point de contact entre Russ et l'homme qui le contrôlait. Cale n'attendit pas le matin. Il se rendit à l'entrepôt avec Priest et ses hommes, et le sauvetage se déroula rapidement et efficacement, de la manière que seuls des hommes ayant fait ce genre de choses des centaines de fois pouvaient le faire. Pas de chaos, pas de tir inutile. Chaque homme connaissant sa place et faisant exactement ce qui devait être fait. Les 3 hommes que Paxton avait postés pour garder l'entrepôt furent neutralisés en moins de 3 minutes. Et quand Cale franchit la porte en fer, il vit son père assis sur une chaise en bois dans le coin. Ses mains étaient lâchement liées avec des attaches en plastique. Ses yeux étaient ouverts, mais ne voyaient rien, car il était plongé dans la panique que la maladie d'Alzheimer crée lorsque le cerveau ne peut plus traiter trop de choses à la fois. Enzo tremblait, ses lèvres bougeaient sans bruit, et ses yeux regardaient Cale s'approcher sans reconnaître son propre fils. Et cela fit plus mal que n'importe quelle blessure physique que Cale ait jamais subie. Il s'agenouilla, coupa les liens, prit la main de son père et dit doucement, « Père, c'est moi, je te ramène à la maison. » Enzo ne répondit pas. Ses yeux étaient toujours hagards et sa main serrait celle de Cale, mais c'était la poigne d'un homme effrayé s'agrippant à un étranger. Aucune reconnaissance, seulement l'instinct de s'accrocher à quiconque semblait sûr. Et Cale comprit que cet enlèvement avait poussé la maladie de son père un peu plus loin sur une route qui ne ferait jamais marche arrière. Il souleva son père dans ses bras et Enzo était si léger que cela faillit l'étouffer. Car il était trop léger maintenant, trop frêle. Et Cale le porta jusqu'à la voiture, l'installa à l'intérieur, l'enveloppa dans une couverture, puis retourna dans l'entrepôt. Paxton Greer était attaché à la chaise qu'Enzo avait occupée quelques minutes plus tôt, Priest se tenant derrière lui. Et Paxton regarda Cale entrer avec l'air d'un homme chez qui la peur et l'arrogance se battaient pour le contrôle. Il savait qu'il avait perdu, mais il n'était pas le genre d'homme à supplier. Il était le genre d'homme qui souriait quand il savait qu'il allait mourir, car il croyait que le dernier sourire était encore une forme de pouvoir. Cale tira une chaise et s'assit à moins d'1 mètre de lui, regardant droit dans les yeux de l'homme qui avait été son bras droit le plus fiable.
Le silence s'étira, lourd et dense comme l'air avant un orage. Et puis Cale parla d'une voix basse et égale, sans hausse, sans baisse. La voix d'un homme qui avait attendu 2 ans pour dire ces mots. Il y a 2 ans, ma femme, c'était toi. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Paxton regarda Cale et le sourire disparut lentement de sa bouche. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il réalisa qu'il était inutile de faire semblant plus longtemps. Et il répondit par le silence. Le silence qui ne nie pas. Le silence qui avoue sans jamais ouvrir la bouche. Cale resta assis là pendant 10 secondes de plus, regardant le visage de l'homme qui avait tué sa femme, kidnappé son père, menacé la sœur de 7 ans de Belle, et poussé sa fille dans un placard, les mains sur les oreilles, pleurant en silence. Et pendant ces 10 secondes, tout en Cale exigeait qu'il en finisse là, de ses propres mains. Mais il ne le fit pas, car Cale Moretti n'était pas le genre d'homme à perdre le contrôle. Il était le genre d'homme qui prenait une décision et l'exécutait ensuite avec une froideur plus terrifiante que la rage ne pourrait jamais l'être. Il se leva, repoussa la chaise, se dirigea vers la porte et dit à Priest sans se retourner, « C'est fini. » 2 mots. Priest hocha la tête. Cale sortit, tira la porte en fer derrière lui et ne regarda plus jamais dans cette pièce. Cette même nuit, Russ Tanner fut retrouvé dans son appartement sordide du Sud, tremblant, le visage blême, car il avait entendu que Paxton avait été pris, et il savait qu'il était le prochain fil à être tiré. Il n'eut pas besoin de beaucoup de pression. Il avoua tout avant que Priest ait pu finir de poser sa deuxième question. Il avait suivi Bell sur les ordres de Paxton. Il l'avait approché près de l'hôpital en utilisant le scénario que Paxton lui avait donné. Il avait transmis l'emploi du temps de Bell aux hommes de Paxton. Et le bouquet dans la chambre de Penny était aussi son œuvre, livré par un concierge corrompu qui n'était pas sur la liste de paie de Cale, car il connaissait le nom de l'hôpital et le numéro de la chambre depuis l'époque où Bell travaillait encore à la laverie et appelait l'hôpital pendant ses pauses. Russ pleura, Russ supplia, et Russ disparut de Chicago avant l'aube. Comment et où étant le genre de choses que Bell ne demanderait jamais et que Cale ne dirait jamais. 1 mois s'était écoulé depuis la nuit à l'entrepôt de Bridgeport, et le domaine Moretti ne ressemblait plus à la maison dans laquelle Bell était entrée pour la première fois. Non pas parce que les murs avaient été repeints ou que les meubles avaient changé, mais parce que les sons à l'intérieur avaient changé. Il y avait des rires maintenant. Il y avait les pas rapides d'un enfant courant sur le sol. Il y avait le son d'une voix appelant « Brie » depuis le salon jusqu'au jardin arrière. Et ce son était quelque chose que l'argent ne pouvait acheter et que le pouvoir ne pouvait forcer à exister. Il ne venait que lorsque quelqu'un voulait vraiment rester. L'opération de Penny avait réussi 3 semaines plus tôt. Cale avait payé chaque centime sans que Bell n'ait jamais eu besoin de demander. Et maintenant, la fillette de 7 ans, avec la fine cicatrice sur sa poitrine, était assise dans le jardin arrière sur l'herbe verte à côté de Mabel. Les 2 enfants dessinaient avec des craies de couleur sur le petit tableau noir que Bell leur avait acheté, et leur rire se propageait dans l'air de fin d'après-midi comme une musique que cette maison n'avait jamais entendue auparavant. Penny devenait plus forte chaque jour. Il y avait un peu de couleur sur ses joues maintenant. Ses yeux étaient plus brillants. Elle pouvait courir même si le médecin lui avait dit de courir lentement. Mais quel enfant de 7 ans écoute cela quand il a un ami de son âge avec qui jouer? Et Mabel, la petite fille qui se cachait autrefois derrière les portes et n'osait regarder personne, enseignait maintenant à Penny comment dessiner des étoiles sur le tableau avec la voix solennelle d'une enseignante de 5 ans. Chaque fois que Penny finissait de dessiner une étoile, Mabel applaudissait pour elle, et puis les deux riaient, et Belle se tenait sur la terrasse, les regardant. Ses yeux étaient chauds, mais aussi tristes, car tout dans cette maison ne guérissait pas. Belle n'avait pas oublié la seule personne qui était restée à ses côtés quand elle n'avait rien. Elle avait invité Orla au domaine pour le thé, répondant enfin à la question de cette nuit frénétique en montrant à son ami que les ombres avaient disparu et qu'elles étaient toutes les deux enfin en sécurité. Enzo allait plus mal. L'enlèvement avait poussé la maladie d'Alzheimer à un autre stade que le médecin disait irréversible. Il ne reconnaissait plus Cale. Parfois, il regardait son propre fils avec le regard poli et distant qu'un homme donne à un étranger. Et chaque fois que cela se produisait, Cale devait détourner le visage, sortir dans le couloir et rester là, les poings si serrés que ses jointures devenaient blanches avant de pouvoir entrer.
car il ne permettrait pas à son père de le voir souffrir, même si son père ne savait plus qui il était. Mais chaque fois que Belle s'asseyait à côté d'Enzo, lui tenant la main, parlant doucement, ou simplement assise en silence avec lui, il souriait. Son corps se souvenait d'elle-même quand son esprit avait oublié son nom. Il se souvenait de la sécurité. Il se souvenait de la chaleur de sa main. Il se souvenait de quelque chose de plus profond que les noms et la mémoire. Quelque chose que la maladie d'Alzheimer efface en dernier parce que cela vit dans la partie la plus profonde d'un être humain. Il gardait toujours la vieille photographie dans sa main. La photo de sa défunte femme, la femme dont il ne se souvenait plus et qu'il ne lâchait pourtant jamais. Et un après-midi, alors que Belle était assise à côté de lui sur la terrasse, regardant ses doigts tremblants caresser la photographie, elle dit à Cale, qui était appuyé dans l'embrasure de la porte derrière eux. Il ne se souvient pas de son nom, mais il se souvient de l'avoir aimé, et peut-être que c'est la chose la plus importante qu'une personne puisse avoir. Cale ne répondit pas tout de suite. Il regarda son père, la photographie dans la main de son père, puis Belle, et il hocha la tête lentement, lourdement. Le hochement de tête d'un homme apprenant à accepter qu'il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler, ne peut pas acheter, ne peut pas commander. Et que l'amour de son père pour la femme qu'il avait épousée, même avec la maladie d'Alzheimer effaçant tout le reste, était la preuve que quelque chose à l'intérieur d'un être humain est plus fort que l'oubli. Cale n'avait toujours pas quitté la pègre. Il savait qu'il ne le pouvait pas encore, et peut-être jamais. Car un empire ne se maintient pas tout seul, et de nouveaux ennemis viendront toujours. Mais à l'intérieur de cette maison, il tenait sa promesse à Belle. Pas de violence, pas d'armes en vue, pas d'hommes traînés au milieu de la nuit. Et maintenant, Priest réorganisait le planning pour que toutes sortes d'affaires se déroulent loin des 4 murs où vivaient Mabel et Enzo. Ce soir-là, après que Penny et Mabel aient été rentrés pour le dîner, Belle et Cale se tenaient sur la terrasse, épaule contre épaule, mais sans se toucher. Ils regardaient le jardin arrière changer de couleur au coucher du soleil. Et Cale dit sans la regarder, d'une voix basse et calme, que seule elle entendait de lui. « Savez-vous pourquoi je vous fais confiance? » Belle secoua la tête. « Parce que les 2 fois où vous vous êtes arrêté pour mon père, vous ne saviez pas qui j'étais. Toute ma vie, les gens ont fait des choses parce qu'ils savaient qui j'étais. Ils avaient une peur. Ils voulaient quelque chose. Ils calculaient. Vous êtes la première personne à avoir fait quelque chose simplement parce que c'était juste. Pas à cause de moi. Pas à cause de l'argent. Pas à cause de la peur. Juste parce que vous avez vu un vieil homme gelé et que vous ne pouviez pas vous éloigner. » Belle regarda vers les portes vitrées où les ombres des 2 enfants bougeaient à la table du dîner à l'intérieur. Puis elle baissa les yeux sur ses propres mains, des mains toujours gercées, toujours rugueuses, mais chaudes maintenant. Et elle dit doucement, « Je ne l'ai pas sauvé, c'est lui qui m'a sauvé. Parce que cette nuit-là, si je ne m'étais pas arrêté à ce banc, je serais rentré seul, je me serais allongé dans cette chambre sombre, et je ne sais pas combien de nuits de plus j'aurais pu survivre avant que tout ne s'effondre. Grâce à lui, je suis arrivé ici. Grâce à lui, Penny a eu son opération. Grâce à lui, j'ai rencontré Mabel. Et grâce à lui, je vous ai rencontré. » La dernière phrase sortit plus doucement que les autres, assez doucement pour que le vent du soir l'emporte presque. Mais Cale l'entendit. Il entendit chaque mot, et il se tourna pour la regarder. La première fois qu'il l'avait regardée sans se cacher, sans mettre le masque froid, sans analyser. Seulement en la regardant avec les yeux d'un homme de 36 ans qui avait trop perdu et avait peur de perdre plus, mais aussi peur de ne plus jamais rien avoir. La distance entre eux se réduisit de moins d'1 pas. Non pas parce que l'un d'eux avait bougé, mais parce que quelque chose d'invisible entre eux s'était resserré, était devenu plus dense, plus chaud. Il n'y eut pas de baiser, pas de déclaration, pas de grandes promesses. La vie leur avait appris à tous les deux que les grandes promesses sont généralement les premières choses à se briser. Il n'y avait que 2 personnes debout l'une à côté de l'autre sur une terrasse tandis que le ciel s'assombrissait. 2 personnes que la vie avait brisées plus d'une fois et qui étaient toujours debout. Et pour la première fois, aucun d'eux n'avait l'impression d'être seul. L'histoire de la miséricorde du diable se termine ici. Mais avant de nous dire au revoir, il y a une chose que cette histoire veut laisser à vous tous qui avez écouté. La gentillesse ne disparaît jamais quand on la donne. Elle se multiplie. Elle se propage aux gens qui vous entourent.
Elle atteint des endroits que vous n'auriez jamais attendus. Tout comme Belle s'est seulement assise à côté d'un vieil homme sur un banc, sans savoir que ce moment changerait toute sa vie. Et tout comme Mabel a appris à aimer simplement en regardant Belle enrouler une écharpe autour de son grand-père. Dans la vraie vie, nous rencontrons des moments comme ça tous les jours, des moments où quelqu'un a besoin d'aide, et nous devons choisir de continuer à marcher ou de nous arrêter. Et chaque fois que nous choisissons de nous arrêter, nous ne sauvons peut-être pas seulement quelqu'un d'autre. Nous nous sauvons peut-être aussi nous-mêmes d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles histoires chaque jour. Veuillez aimer cette vidéo et la partager avec les personnes que vous aimez, car parfois une bonne histoire peut égayer toute la journée de quelqu'un. Nous aimerions beaucoup connaître vos pensées. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Quel personnage vous a le plus touché? Et dans la vraie vie, avez-vous déjà vécu un moment où un petit acte de gentillesse a tout changé? Veuillez partager dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire et nous écoutons toujours les histoires qui viennent des endroits les plus profonds de vos cœurs. Nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.